Du coup, si tu veux, j'ai toujours un peu ce sentiment d'invincibilité et je me dis: «Bah, je peux tout tenter, ça va marcher, quoi» et en fait, du coup, quand tu as goûté à ces sensations-là quand tu as 13 ans, en fait, tu te vois pas aller bosser derrière un bureau. Tu vois, moi, quand j'avais 13, 14 ans, je disais à mes parents: «Mais j'ai pas envie de faire comme vous, d'être toute la journée à taper des mails, c'est chiant à mourir» et puis quand tu te prends la première blessure, déjà, tu comprends que tu pas invincible. Donc à la fin, en fait, avec l'âge, avec les blessures, tu finis par toi-même reconnaître que, OK, on va changer un petit peu l'orientation de la vie. Ça sera tout aussi excitant, mais juste un peu différent. Les emmerdes en général, ça arrive en cascade. Et Tom sait de quoi il parle parce que dès les emmerdes sur son parcours de super crosseur, alors on parle de motocross et de supercross, et bien Tom, depuis l'âge de 13 ans, il pratique ce sport périlleux. Et forcément, quand on a une petite erreur de parcours, de trajectoire, ça pardonne pas en général. Alors justement, comment il a réussi à appréhender cet univers dans la haute performance, quel transfert il a fait aussi dans ses études de commerce, puisqu'il est étudiant à l'EM Lyon en Business School, et de ces 2 parcours, professionnels, sportifs et académiques, il a réussi à extraire de ce parcours justement une conférence. Ça fait 6 mois, même plus d'ailleurs, qu'on travaille ensemble sur sa prise de parole en public. Là, on va pas seulement pas être sur 15 minutes de conférence, ni une demi-heure, ni 3/4 d'heure. On est sur plus de, allez, pas loin d'1 h 30 de conversation, si ce n'est un petit peu plus. Donc, découvrez tout de suite qui est Tom. Si vous voulez aussi en savoir plus, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, pas simple d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à mettre votre commentaire pour que je vous mette les liens pour aller trouver Tom et sur sa trace sur les réseaux, mais aussi sur sa trace sur les pistes. Voilà, à tout de suite pour notre conversation avec Tom. Eh Tom, salut. Salut Cyril. Eh ben, on s'est déjà vu, on a couru ensemble, Ouais, on a passé la soirée ensemble, donc on se quitte plus. aussi, c'est ça, comme toi. Et là, on est parti pour une conversation, sur le podcast Champion de ma vie. Ça va? Ouais, très bien, Tu content d'être là. Ouais, tu content d'être là? Alors pour vous, qui nous écoutez, on est à Lyon. On a passé la soirée, et ben, j'ai passé la soirée à t'écouter, toi entre autres, puisque c'était la soirée Champion de sa vie à l'EM Lyon. Bah, allez direct, comment tu as vécu ça? Eh ben, c'était vraiment bien. Déjà, on a commencé en février avec la formation. Alors toi, tu étais speaker, hein, tu faisais partie de ceux qui étaient sur scène Ouais, et tu as commencé la formation en février. on a commencé en février, du coup, on l'a clôturé hier avec le passage sur scène et bon, je pense que je parlerai de l'étape depuis février jusqu'à avant-hier, après. Mais si je commence par la journée d'hier, franchement, c'était incroyable. Moi, je m'attendais pas, en fait, à la fin, à monter sur scène avec autant de maîtrise, autant de calme Mmh. et autant de certitude dans ce que j'allais dire, en fait. Tu dis ça pour me faire plaisir. Ah non, là, c'est vrai. Et depuis février, là, on est en mi-octobre, c'est pas trop long, c'est long quand même, hein. C'est une grosse Sur le papier, c'est gestation. long. Ouais. Sur le papier, c'est long, en fait. Quand on démarre en février, on se dit qu'on a le temps. Et puis, les mois passent, les semaines passent. Et en fait, on se retrouve au dernier moment à se dire, là, va falloir y aller, là. Parce que le temps passe. C'est le meilleur moment pour toi ça, là, va falloir y aller, c'est un truc que tu aimes Ouais. bien ça, tu Ouais, ça, j'aime bien, ouais. Ouais et ben, on va voir un petit peu quel est ton parcours, parce que, bah, Tom, allez, si on devait, non pas faire un résumé, ce serait puisqu'on a le temps, mais parce Ouais. que tu on démarre toujours un petit peu avec, le hook. Si tu devais faire tu fais quoi comme étude là, redis-nous? Là, je suis en études à l'EM Lyon, en 4e année du BBA. BBA, Ouais, ouais. le bachelor. Et puis après, l'an prochain, l'idée, c'est de monter en master, toujours à l'EM Lyon. Dans quel, Dans la branche entrepreneuriat et innovation, d'accord. parce que c'est ce que j'aimerais faire à terme, Alors, gestion d'entreprise. puisque tu seras à terme voilà, un entrepreneur, dans l'innovation, du tech ou autre, bah, forcément, il faut très vite capter l'attention. Ce serait quoi le hook là, aujourd'hui et maintenant là? Tu as une grande audience qui t'écoute là, derrière. Ils sont peut-être en train de conduire, ils sont peut-être en train de courir, ils sont peut-être au boulot d'ailleurs, mais ils écoutent en même temps un bon petit podcast sympa. Si tu devais faire le hook auprès d'eux, tu dirais quoi? C'est une bonne question, mais c'est ce dont j'ai parlé hier, Ouais. et je vais pas le spoiler tout de suite parce que je vais peut-être parler de mon talk après, Mmh. mais faut vraiment prendre la vie par les sensations, par ce bout-là. Il faut kiffer chaque journée et se coucher le soir en se disant que, bah, aujourd'hui devait être fou et demain, il faut y aller encore plus fort. Ouais et tu as 21 ans, Ouais. tu te sens légitime pour dire ça? Tu sais, c'est la question, c'est pas la question du coach, hein. C'est la question, nous, c'est tout le monde, pilier de comptoir, mais qui tu es pour, à 21 ans, dire ce que tu es en train de dire là? Et beh, justement, tu vois, vu que je parle pas de résultats et que je parle de sensations, je me sens complètement légitime pour parler de ça.
Parce que ça, je l'ai expérimenté pendant des années sur la moto. J'ai commencé j'ai commencé à 13 ans. Et depuis, en fait, la vie, c'est des montagnes russes. Mm. Tu, tu peux avoir une mauvaise journée le lundi en cours, tu la prends de pleine main. Et puis le samedi, tu vas te retrouver sur le circuit où tu vas te régaler avec tes potes, tu vas prendre des pics d'adrénaline. Et puis la semaine, c'est comme ça. Il y a des hauts, des bas, et ça fait qu'au final, t'as une vie qui a de la gueule, quoi. Mm. Les hauts et les bas, comme quoi, comme un parc d'attractions, c'est quoi ton attraction préférée? Ah, mon attraction préférée, c'est sûr que c'est la moto. Ah, donc c'est pas dans le parc d'attractions, c'est la moto. Ouais, Tu préfères, c'est ouais, l'attraction principale de mon parc entier qui est ma vie, quoi. ta vie, c'est la moto. Ma vie, c'est plus que la moto, finalement. Ouais. Ah. C'est les études. Plus tard, ça deviendra ma carrière professionnelle d'ici 1 ou 2 ans. Ouais. C'est mes proches, mes potes, les autres projets que je peux avoir, les autres disciplines sportives Mhm. que j'aime bien pratiquer aussi. C'est plein de choses. Ouais. Donc tu es un pratiquant de haut niveau en motocross, supercross, plusieurs Ouais. catégories, hein, tu vas nous expliquer ça. Quand on écoute hier les parcours de ces 8 sportifs de haut niveau et sportives de haut niveau, ou de tout niveau finalement, et puis Yann Cucherat aussi qui clôture l'événement en tant que parrain, qu'est-ce que tu retiens toi en tant qu'auditeur? Parce que tu es intervenu, mais tu as aussi écouté. Pour moi, le point essentiel hier, c'était tout l'aspect autour de l'émotion. Les émotions qui ont été transmises à travers les messages, Mm. qu'elles soient autour du fait de dire aux gens qu'on les aime, comme on avait parlé Timothée, Ouais. le fait de s'écouter, puisque dans les fédérations, en fait, comme certains speakers en parlaient, il y a une grosse pression qui est mise par les entraîneurs. Et puis en tant qu'athlète, on n'a pas forcément Mm. toujours la sensation de légitimité à faire ce que notre instinct nous dit. Et puis à la fin, le mot de Yann sur les échecs aussi était très parlant. Mm. Parce que forcément, il a beaucoup plus d'expérience que moi. Et sa vision n'était pas la même quant aux échecs. Donc, Mm. ouais, c'était intéressant d'avoir autant de sportifs de différents âges, de différentes pratiques, avec différents parcours qui partagent Mm. tous des messages qui, au final, se retrouvent un petit peu autour de cette même idée d'instinct, de sensation et d'émotion, Ouais. qui n'est pas forcément si facile à faire ressortir. Oui, c'est pas si facile que ça. Mais vous l'avez tous fait à votre façon, chacun à votre façon. Est-ce qu'il y a un moment où tu as été le plus touché par rapport à ce que tu es en train d'exprimer, émotion, parler avec le cœur? Il y a un moment où tu dis waouh, là, ça m'a comme un peu transpercé quand même. Pendant la conférence, Alors, ça peut être la tienne, toi, ou ça peut être aussi celle que tu écoutais. moi, pendant la conférence, celle de Timothée, mais c'est celle qui m'a le plus touché, ouais. Enfin, tiens. C'est celle qui m'a le plus touché parce que je pouvais toucher du doigt ce qu'il a vécu, ce que sa famille a vécu. Euh, Puisqu'avec son accident de voiture, moi, j'ai pu le comparer à un accident de moto. J'ai déjà senti un petit peu comment mes parents se sentaient quand j'avais des accidents. Donc, je me suis bien projeté, ouais. Ouais. Ouais, tu sais ce qu'il a ressenti lui à ce Ouais, moment-là. complètement. Il a bien partagé hier. C'est ouais, très bien. Ouais, c'est pas toujours facile d'exposer ses fragilités, ses vulnérabilités. C'est un petit peu ouais, c'est un petit peu notre supplément d'âme qu'on y met aussi dans le champion de sa vie. C'est que derrière le champion, il y a des fragilités et derrière l'athlète fort, tel qu'il peut y paraître en tout cas, quand on a l'athlète en face de soi, ce qui est mon cas, j'ai la chance de vous avoir en face de moi, je me rends compte très vite qu'il y a des humains, des êtres humains avec aussi des fragilités. D'ailleurs, ce matin, comme par hasard, je scrolle un petit peu, comme tous les matins. Je regarde un peu ce qui se passe sur le monde, dans le monde, et je vois Teddy Riner sur France Télévisions, une petite capsule rapide où il parle de la santé mentale, des jeunes notamment. C'est vrai que c'est bien un sujet d'actualité, mais au-delà de l'actualité, comment tu la vis, toi? Parce qu'on entend les statistiques, on entend les journalistes, mais toi qui es jeune, tu as 21 ans, pour dire, les jeunes, ils auront le temps de parler, hein. La place déjà aux anciens, il faut écouter la sagesse, il faut écouter l'expérimentation. Mais nous, chez Champion de ma vie, on l'a encore vu hier, il y a aussi bien des moins jeunes, sans offenser Cyril, bientôt Quadra, si c'était déjà de Quadra, mais multiples médaillés en kayak, soit au niveau national et international, on avait un bel athlète aussi. Moins de médailles, moins d'âge, jeunesse. Toi, comment tu te sens par rapport à ça? Tu parlais de légitimité d'exprimer des choses par rapport à ce que j'ai vécu déjà, par rapport à mes sensations et mes émotions. Mais comment finalement tu te dis, tiens, me mettre derrière un micro pour parler de quoi alors que j'ai 21 ans? Comment tu ressens ça, toi?
Par rapport à la légitimité de parler ou par rapport à la santé mentale du coup? Ah bah les 2 tiens. Très bien, Parce que reformulé. si je commence par la santé mentale, justement, ce que Ouais. j'allais te dire, c'est que dans le talk, j'explique que je me suis vachement obstiné à vouloir absolument atteindre un objectif qui était un rêve d'enfant, d'être champion du monde. Mmh. Euh, c'est un peu la norme au final. Tu débutes un sport, tu es dans un environnement très compétitif, tu es un peu amené à viser le plus haut niveau. Mais j'ai quand même la chance d'avoir un entourage et des parents qui sont mes garde-fous Mmh. et qui m'ont toujours fait garder un peu les pieds sur terre pendant que j'étais encore ado et pas forcément fini, on va dire. Non pas que j'ai été trop fou, on va dire, puisque c'est quand même un sport où si tu te raisonnes pas, tu peux gravement te blesser. Donc ça, j'ai jamais eu trop ce problème-là. Mais c'est vrai qu'en termes d'ambition, j'ai souvent émis des rêves qui étaient bien trop grands et des objectifs bien trop gros. Mais moi, personnellement, en fait, c'est ce qui me drivait. Mmh. Et après, il me fallait juste avoir quelqu'un à côté qui me permettait de réaliser que, OK, garde les pieds sur terre, tu vas aller faire des études, tu vas avoir cette voie-là comme voie principale, et la moto, ce sera au second plan. Tu auras le niveau que tu auras, tu peux te donner à fond, mais tu vas quand même aller faire des études parce que c'est ce qu'il y a de plus sécurisant pour ton avenir, quoi. Mmh. Et en plus, tu peux t'éclater dans le boulot, en fait. Ça, j'ai réalisé un peu après, je pense, aux alentours de 19 ans, tu vois, puisque quand je suis rentré à l'EM, j'étais toujours focus sur la moto et sur le tard ou pas. Aux alentours de mes 19-20 ans, Mmh. après les premières blessures, j'ai commencé à me dire, ok, ouais, je vais aller faire un boulot qui me régale, où je prends autant de sensations qu'en moto et où tous les matins, j'ai envie d'y aller autant que d'aller à l'entraînement, quoi. Ouais. Et alors? C'est pas si facile que ça parce que quand on écoute, la plupart des sportifs de haut niveau, il faut être lucide là-dessus, ou reconnaître, c'est quand même difficile au quotidien de se réinventer, d'avoir la même magie que quand on est, sur le stade, en compétition, quel que soit le stade d'ailleurs. D'ailleurs en motocross on dit qu'on dit un stade, on dit un Bah, circuit, circuit, ouais. un circuit, ouais. Donc comment tu arrives à faire ce transfert toi? Bah, le transfert, du coup, comme j'en parle dans le talk, qui se fait par la blessure, essentiellement. Puisqu'en fait, avant 2023, où je me fais les ligaments croisés, j'ai aucune vraie blessure. J'ai des petites fractures par-ci par-là, mais aucune blessure qui me bloque plus de 2 mois. Du coup, si tu veux, j'ai toujours un peu ce sentiment d'invincibilité et je me dis: «Bah, je peux tout tenter, ça va marcher, quoi». Et puis quand tu te prends la première blessure, déjà tu comprends que t'es pas invincible et derrière cette blessure, je me dis: «Bon, OK, je me suis raté une première fois, je vais y retourner, encore plus fort». Mmh. Et puis tu te reblesses. Et là, tu comprends que, OK, il y a vraiment un sujet. C'est pas simplement parce que je m'investis à 100 que je vais m'entraîner le plus de fois possible dans la semaine que ça va marcher. Et puis tu te rends compte que, bah, il y a des enjeux financiers qui sont limitants, tu as tes propres compétences qui te limitent et que forcément, quand tu as aussi un projet professionnel, en développement, tu peux pas autant t'investir que quelqu'un qui fait ça à 100 quoi. Donc à la fin, en fait, avec l'âge, avec les blessures, tu finis par toi-même reconnaître que, OK, on va changer un petit peu l'orientation de la vie. Ça sera tout aussi excitant, mais juste un peu différent. Ouais. Alors ça me met un petit peu sur ma faim et je reste un petit peu sur la carte du menu là. C'est-à-dire qu'en fait, que tu me dises, j'ai un peu le sentiment de comprendre ce que tu me dis, je vois à peu près, mais comme le menu, tu vois, bah, je vois la carte, je vois ce que je vais manger, mais tant que je l'ai pas dans la bouche, je veux pas avoir la sensation. Enfin, tu nous expliques un peu plus ça pour qu'on soit vraiment, dans ta vraie posture à toi. Parce que finalement, l'excitation de monter à je sais pas, quand tu prends un vol, un saut là, tu montes à combien? Une vitesse de pointe, c'est 90-100 km/h max sur certains circuits. Et tu peux voler à combien du sol? Et tu peux Voler, ouais, si on peut dire voler en ah, moto. t'as quand même l'impression de voler, mais tu Mmh. peux monter à facilement 4 ou 5 mètres du sol. Ouais. Et puis sur des distances qui vont parfois jusqu'à 40 mètres De saut? de longueur. De longueur de saut? Ouais. Ah oui! Ah oui, tu as le temps de réfléchir quand même quand tu as l'air donc c'est hyper grisant, quoi. C'est ça. Et en fait, du coup, quand tu as goûté à ces sensations-là, Mmh. quand tu as 13 ans, en fait, tu te vois pas aller bosser derrière un bureau. Bah oui. Tu vois, moi, quand j'avais 13-14 ans, je disais à mes parents, mais j'ai pas envie de faire comme vous, d'être toute la journée à taper des mails. C'est chiant à mourir. Et du coup, c'est ça qui
qui m'alimentait un peu cette envie d'aller faire de la moto mon métier, de faire ça toute ma vie. Ouais. Euh, et puis, j'ai nourri cette envie-là jusqu'au moment où, comme je t'ai dit, en fait, je me suis blessé. J'ai compris que ça avait le sport, quand tu cherchais à atteindre le haut niveau, avait aussi ses travers, où tu te blesses, tu as des coups au moral, que tout n'est pas tout rose, Mhm. et où à la fin, tu finis par voir la réalité en face, quoi. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on n'est pas tous destinés à être champion du monde, Mhm. du moins pas si facilement, qu'en faire son métier, c'est pas réservé à tout le monde, loin de là. Et qu'il y a une part de chance aussi. Et même si la chance, on peut se donner les moyens d'aller la saisir, bah, c'est pas parce qu'on se donne les moyens qu'on l'aura forcément. Mhm. Dans ton sport, on peut atteindre le très très haut niveau tôt, mais est-ce qu'on peut aussi faire prolonger cette intensité, ce plaisir, mais aussi cette performance assez tardivement? Complètement, ouais. Et Ouais. c'est ce qui me fait garder espoir, surtout que bon, là, actuellement, je fais du motocross, qui est une certaine discipline. Mhm. Et il y a aussi quelque chose qui me fait vraiment rêver, c'est le rallye raid. Ah oui. C'est un peu comme au Paris-Dakar, tu Mhm. vois. Alors, le Paris-Dakar, c'est la Mhm. course la plus prestigieuse du monde en rallye raid. Mais à terme, ce serait vraiment un objectif pour moi que de faire ça. Et j'ai un très bon exemple qui m'inspire. En fait, c'est un pilote qui s'appelle Ross Branch. Mhm. Je sais plus de quelle nationalité il est. Et en fait, jusqu'à peu près une trentaine d'années, il était pilote de ligne. Il faisait des Dakar Mhm. pour le plaisir. Et puis finalement, il était bon, il était bon. Et puis il y a un moment où il commençait à faire des résultats. Et puis il est devenu pilote professionnel Ah à oui. peut-être 33 ou 34 ans. C'est intéressant ça, et de part. Heu, Souvent on peut pour plein de raisons finalement, on peut mettre sa carrière sportive ou athlétique de côté. Parce que c'est une passion et c'est un projet à côté, parce que la vie étant ce qu'elle est, bah, il faut déjà sécuriser, il faut gérer la famille et cetera. Gérer la famille, c'est moche de le dire comme ça, c'est c'est la plus belle chose qu'on ait dans une vie, c'est d'avoir une famille et moi je dis ça, gérer. Enfin bref, et puis finalement, moi j'ai plein de plus en plus de cas autour de moi où il y a pas d'âge en fait pour pouvoir être, exprimé son plein potentiel. Là où souvent on dit: «Ouais, tu es un peu trop jeune, pour toi par exemple, bah, attends, tu sais, des rêves plein la tête, mais soyons réalistes, on verra ça plus tard». Puis après, bah, oh, tu es un peu trop vieux parce que là, le temps est passé. En fait, c'est jamais le bon moment, quoi. Ouais. Donc finalement, toi tu dis: «Beh, j'ai ma précocité, je l'assume», et puis ça peut revenir plus tard et puis ça peut même être demain. Là, tu fais des saisons, tu prépares encore une saison l'année prochaine, semi-pro, on va dire, élite? Ouais. Bah, moi, je dis souvent que c'est un rythme d'entraînement Mmh. semi-pro. Ouais. Après, en termes de niveau, je suis bien conscient que j'ai pas pour ambition d'aller gagner le championnat de France l'an prochain. J'ai mes études à faire. Ça fait 1 an que j'ai pas fait de compétition parce que j'ai voulu prendre 1 an pour retrouver des sensations sur la moto sans me mettre de pression, Mmh. simplement prendre du plaisir. Et l'an prochain, l'objectif, c'est de voir où j'en suis, faire un état des lieux pour ensuite, les années suivantes, Mmh. voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Ouais, ouais. D'année en année, C'est ça. ouais, en fonction de. Progresser step by step et moins griller les étapes comme je Mmh. l'ai fait en 2023-2024. Ouais. Tu as des regrets par rapport à ça? Non, pas du tout. Mmh. Parce qu'au final, si aujourd'hui je suis capable de me contrôler comme ça, de me raisonner et de prendre plaisir à faire ce que je fais, à me dire que bah, si demain je suis pas pilote professionnel, c'est pas grave, Mmh. j'irai m'éclater dans un boulot plus classique, c'est tout à fait OK. Alors que je pense que si j'avais pas eu les blessures, je serais encore en train de courir un peu après ce rêve, à prendre des risques inutiles, Mmh. euh, à être en désaccord avec mon entourage qui me dit que on en a vu plein, des mecs essayer de faire comme toi, ça a pas marché, et où il y a toujours ce petit conflit, tu vois, qui fait que Mmh. bah, c'est un peu désagréable, quoi. Allez, on va parler des choses agréables, des choses parfois un peu poil à gratter. Dans ton parcours, qu'est-ce qui fait que tu avais ce rêve si jeune? Pourquoi? Est-ce que tu as eu un flash? On va découvrir ça. D'où tu viens? Tu es Raja Onia. Si vous entendez un petit bruit comme ça derrière, ce n'est pas grave, tout va bien, on ne bouge pas le face. L'ascenseur juste à côté. On est en face de l'EM Lyon, là, et c'est très très calme. On est bien ici, hein. Je trouve que bon, Éculiste était sympa aussi. C'était sympa. T'as- C'est bien plus pratique d'avoir l'école dans le centre, là. Ouais. C'est ça. Il y a 2 ans, on mettait 1 heure pour aller en cours le matin, et maintenant on met 20 minutes, donc c'est vraiment excellent. Et puis le campus est franchement pas mal, donc enfin, quoi qu'on en dise, il y a des avis divergents, mais moi je suis satisfait, donc c'est Ouais, l'essentiel. ça va? Ouais. Tu trouves ton équilibre ici, quoi. Complètement. OK. Et ben, on va découvrir tout ça.
J'avais, juste avant une remarque en fait parce que je voulais vous en faire part à tous, c'est qu'en fait quand j'ai quelqu'un comme Tom en face de moi, ça me rappelle aussi, tous les autres qui sont passés avant toi en tant que sportifs de haut niveau, plutôt jeunes, on va dire les choses comme ça je t'ai mis dans une case. Mais en fait ce qui est génial moi en vous suivant, toi comme les moins jeunes, la case elle saute très vite parce qu'en fait j'ai pas l'impression de je sais pas te donner d'âge en fait. Alors je te me donne un âge quand j'étais en face de moi, parce que finalement oui, voilà, on regarde les reels, on compte tout ça, puis on voit qu'il y en a pas, donc forcément tu es jeune. Mais, la première fois que je te vois sur l'écran, sur le Zoom et cetera, je te vois du même âge qu'un Cyril, au même âge que finalement, je sais pas, Margot, sans connaître vos âges finalement. Donc en fait, c'est ça qui est génial dans le champion de ma vie et moi peut-être que c'est un bonne jouvence pour moi aussi, je me donne plus d'âge, mais je trouve que ça casse complètement les barrières. On voit l'humain derrière l'âge, on voit l'humain derrière, le la mission de vie, derrière le métier, derrière le sport. Et donc en fait, pourquoi je dis ça? Parce que comme Maël, je pense je fais un clin d'œil à Maël, que j'avais interviewé et accompagné comme toi il y a 12 ans de ça, si je dis pas de bêtises. Et si on devait écouter Maël comme ça en micro sans mettre, derrière la voix un âge ou derrière, le visage un âge, on se dirait: «Mais il a vécu comme, quelqu'un de 40 ans». Et il a ce stoïcisme dans la tête, imprégné de lui, il a une façon de parler très philosophique. On dit: «Mais c'est dingue le parcours qu'il a, c'est dingue la culture qu'il a», parce que c'est quelqu'un qui bouquine beaucoup, qui s'instruit beaucoup, et finalement, la culture, le succès, les échecs, l'inspiration, ça a pas d'âge. Donc moi, j'aime bien ça sur le champion de ma vie. C'est pour ça aussi que dans ce podcast-là, vous allez entendre, des individus avec des parcours, comme le dernier, 78 ans, mais avec tout le respect que j'ai pour Claude Fauquet et toute la sympathie que j'ai pour ce personnage-là, j'en ai presque autant pour toi et pourtant 78, 21, on fait le grand écart. Mais l'exploration que je vais faire avec toi au cours de cette conversation, je pense que finalement, va être aussi riche, j'en suis certain. En tout cas, on va découvrir ensemble. Tom, alors Raja Onia. Raja Onia. Je le lis parce que, c'est pas commun. Tu me disais ça vient de Madagascar. C'est ça. Tu nous racontes un petit peu là, qui tu es, d'où tu viens et puis ton parcours? C'est ça, donc moi je suis originaire de Montpellier, je m'appelle Tom Rajaonia, et puis c'est un nom d'origine malgache puisque ce sont mes grands-parents paternels qui sont venus habiter en France. Alors je sais pas, je saurais pas dire en quelle année, mais en fait pour la petite anecdote, c'est mon grand-père qui travaillait dans l'armée de l'air. Mmh. C'est la raison pour laquelle il a travaillé ici. Et puis du coup, je suis né à Montpellier. J'ai fait mon enfance là-bas. Alors, j'habite pas à Montpellier même, j'habite dans un petit village bien éloigné. On est peut-être 3 000 à 4 000 au milieu des champs. Et puis, donc, j'ai fait plusieurs sports quand j'étais jeune. J'ai commencé par le tennis. Après, j'ai fait un petit peu de rugby à 13. Et puis, ce qui m'a fait partir de là, c'était que finalement, en fait, il n'y avait pas assez d'esprit de compétition dans l'équipe. Ils n'avaient pas assez faim. Et puis, depuis tout petit, en fait, j'avais envie de faire la moto. C'est-à-dire que mon oncle maternel faisait de la course moto sur bitume, sur piste. Et puis, dès que j'étais petit, en fait, il me montrait sa moto et moi, j'étais fou quand je voyais ça. Et à chaque Noël, je demandais à mes parents une moto. Et puis, forcément, ils me disaient non. Ils me disaient non. Ils me disaient non. Pourquoi? Parce que c'était dangereux. Danger. Ouais. Pas de question d'argent, c'est le danger. Il y avait aussi une question d'argent, mais la question principale, c'était le danger, en fait. Mmh. Ma mère voulait pas. Aujourd'hui, elle aime toujours pas ça. Mmh. Elle veut pas venir me voir sur les courses. Et puis, il y a un jour où je réussis à trouver qu'il y a une école de moto qui s'ouvre pas très loin de chez moi. Donc là, mes parents, ils craquent. Enfin, je les fais craquer. On y va. Et puis, je fais 2 heures de moto avec un prof. Et forcément, le sourire jusqu'aux oreilles. Et à partir de là, je pense qu'en tant que parent, c'est difficile Mmh. de retirer ça à ton fils. Donc, j'y vais pendant 3-4 mois. On se retrouve en décembre. Et là, en fait, il y a l'entraîneur qui dit à mon père... avec le niveau qu'il est en train de prendre, c'est plus possible de le laisser sur une moto de location. Il va falloir qu'il ait sa propre moto. Ça, je ne le savais pas. Ça tombe bien, j'en ai une à vendre, C'est ça. Et du coup, je me retrouve au Noël de l'année peut-être 2017 avec une moto au sapin. Alors, elle était sous format de carte postale parce qu'à ce moment-là, on ne l'avait pas encore trouvée, mais je savais que je l'avais. Et puis, du coup, en janvier 2018, je me retrouve avec une moto à la maison et là, Ouais. c'est le grand début. Ah ouais? Là, c'est ta moto à toi. Là, c'est ma moto à moi. Ça change quoi? Pour toi? Ça change que t'es tellement content qu'en fait, tu rentres de l'école, la première chose que tu fais, c'est que tu vas dans le garage, tu montes sur la moto, quoi. Mmh. Tu t'en fais même pas, tu vois, parce que t'es tout seul à la maison, tu vas pas en le faire dans le jardin, mais t'es comme un fou, quoi.
Mmh. Matin, midi et soir, tu penses moto. Et tu l'as pas mis dans la chambre pour autant, non? Peut-être pas, non, quand Parce même. que c'est une des cyclistes et le cycliste, il dort avec le vélo à côté de lui, Non, je pense que si je l'avais monté dans la chambre et que j'avais fait des traces sur les murs, ma mère m'aurait étranglé, là. D'accord et là, c'est le rêve qui prend vie, quoi, en fait. C'est ça, complètement. Ton rêve devient ta vie. Ouais. Ouais et tu as conscience de ça gamin ou non, c'est juste finalement Si, à ce moment, c'est tellement fort que j'en ai vraiment conscience, ouais. ah ouais, tu arrives, Je me dis: «Waouh, matérialiser ça y est». ça. Je me dis: «Ça y est, ça fait des années que j'attends ça, j'y suis». Ah oui Et c'est à partir de là, déjà, que tu commences à nourrir le rêve, forcément, à te dire, «Et si j'arrivais à être, l'un des meilleurs?» et tu regardes la télé, tu regardes des vidéos, C'est tu ça. regardes, Déjà, bien avant, je regardais les vidéos. ouais. Je regardais les vidéos de ce qui se passait aux États-Unis, en Europe, les meilleurs mondiaux qui commençaient déjà à faire des belles vidéos sur YouTube. Et ça te nourrit l'imagination, ça te nourrit l'esprit, quoi. Tu te dis: «J'ai tout ce qu'il faut à la maison pour Mmh. faire pareil». Ah ouais. Et tu te dis: «C'est il y a Comme il y a plus qu'à». comme qui? Tu as des figures là qui te nourrissent, À l'époque, je regardais beaucoup aux États-Unis les pilotes comme Ken Rogzen. Alors c'est un Allemand, mais il y a encore, 5-6 ans, c'était un pilote dominant sur le championnat américain, qui est finalement l'un des plus prestigieux, de la planète. Et puis aujourd'hui, il y a un mec qui détruit tout le monde qui s'appelle Jet Lawrence. mmh. C'est un Australien et en fait, c'est qu'il a un style de pilotage, une maîtrise, une technique qui est un cran au-dessus de tout le monde. C'est Ça faisait très longtemps qu'il y avait pas un pilote qui avait gagné toutes les courses, Mmh. toutes les manches sur une saison complète, en fait. Et toi, tu te dis: «Pourquoi pas moi?» Alors à ce niveau-là, c'est difficile de se dire: «Peut-être pourquoi pas moi?» Aujourd'hui, tu te dis ça? Mais à Non. l'époque, tu te disais À pas? l'époque, ouais, forcément. Heu, Quand tu as 13 ans, des rêves plein la tête, tu te dis: «Mais c'est ça que je veux faire». ah et là, tu sens si on fait le saut entre 13 ans et aujourd'hui 21 8 ans après, qu'est-ce qui fait que tu es plus réaliste ou tu es plus pragmatique et finalement, certains peut-être te diraient: «Et tu as bien raison» et d'autres te diraient: «Mais mec, non, faut revoir la boîte à rêves, quoi». Meredith, l'année dernière, qui était sur scène, dit: «Un adulte, c'est quelqu'un qui n'a pas oublié ses rêves d'enfant et qui les accomplit», tu vois? Bah, il y a le fait que, comme je te disais au début, il y a les blessures qui te font réaliser que, Mmh. tu pas invincible. C'est pas parce que tu tentes des choses que tu vas y arriver, qu'il y a une certaine limite à tout ça. Ensuite, il y a la vitesse de progression que tu commences à comparer aux autres qui ont pu commencer au même âge. Ou alors même s'ils ont commencé plus tôt, tu essaies de te dire: «Qu'est-ce qu'ils ont fait en 7 ans? Qu'est-ce que moi j'ai fait en 7 ans?» Mmh. Tu compares, tu vois que tu es en dessous. Et puis après, le dernier truc, c'est que quand tu te retrouves en études supérieures, c'est quand même pas donné en plus. Tu te dis: «Bon là, je suis quand même à un moment de ma vie qui est important, il faut que je me donne à fond là-dedans et au pire, à la fin des études, on verra ce qu'on fait, on verra où est-ce qu'on en est». Mmh. Mais à payer des études, on y va à fond, quoi. Tu Ouais. vois, Oui, on n'est pas là pour, aller en cours, se tourner les pouces. Tu mets les pieds en classe, c'est comme si tu te mets sur une grille de départ, tu fonces. mmh. Tu sors des cours, tu peux déconner, mais tu poses tes fesses en classe, tu vas. Mmh. Tout le monde est comme toi? Non. OK, c'est ce qui me semblait. Non, non, je t'ai garanti. Toi, tu es comme ça par respect pour l'argent investi, par Ouais, respect pour les complètement. parents et toi vis-à-vis de toi-même, non? C'est ça. Premièrement, par respect par moi-même, Mmh. parce que tu vois, j'ai pas envie de me dire, j'ai passé 4 ans d'études, dans une bonne école et finalement j'ai rien fait, j'en ai rien tiré. Deuxièmement, pour mes parents, qui m'ont amené jusque-là parce que, bah, depuis toujours, ils m'ont soutenu, sur mon parcours scolaire et même extrascolaire. Mmh. Et puis financièrement aussi. Tu vois, que ce soit dans les études ou dans la moto, je me dis, 1 € investi, c'est pas certes, dans la moto, c'est pour prendre du plaisir, mais dans quoi que ce soit, en fait, il faut que tu en tires quelque chose. Mmh. Et dans les études, c'est pas pour jouer à Candy Crush sur ton ordi, quoi. Mmh. Ça joue encore à Candy Crush? Ouais, Ah ouais? à Clash Royale aussi. C'est je connais Candy Crush parce que c'est vieux comme, presque le monde, c'est comme si tu disais Tetris, quoi. Ouais. Et c'est indémodable visiblement, mais je savais même pas qu'il y avait encore du Candy Crush, C'était les rattachés à Facebook ça pour moi et c'est ancien temps. Non, tu d'accord. Pas toi? Tu as pas le temps Non, pour, après ça m'arrive, hein, je dis pas que ça m'arrive pas, mais je dis simplement que, aller prendre des cours? ouais, ça dépend des cours, ça dépend de mon état de forme, mais Mmh. ma tendance, c'est de me dire, si je vais en cours, c'est pour y aller, quoi. Mmh. Tu arrives à avoir cette force mentale, à te Ouais, recentrer, à mettre le focus là-dessus, ouais, quand il y a la tentation de dire: «Pff, ah, finalement, c'est un peu ouais. le barbant» ou «Pas aujourd'hui, pas envie d'en aller». Ouais, c'est ça. Mmh. Ouais et sachant que là, tu es en 4e année.
4e année, ouais. Ouais. Bon, tu vas nous raconter aussi ce qui fait que d'ailleurs, pourquoi le même Lyon et pas une autre école, il y a 3 ans, enfin plus de 3 ans, pourquoi venir à Lyon alors que tu es de Montpellier, mais si on reste un petit peu sur la moto quand même, moi j'y connais rien, tu m'as parlé de Jet Lawrence, c'est ça? C'est ça. C'est comment? Le prénom s'écrit J-E-2-T Ah oui, d'accord. et le nom de famille, c'est Lawrence. En fait, c'est un Australien, comme je te disais. Ouais. Et en plus, c'est une histoire très inspirante parce que pareil, on parlait justement d'argent investi, de se donner les moyens, respecter les investissements qui sont faits, Ouais. qu'ils soient humains ou financiers. Et en fait, c'est une fratrie. Alors, ils sont 3, mais ils sont 2 à faire de la moto. Et en fait, donc c'était il y a peut-être une vingtaine d'années, tu vois, qu'ils sont tous les deux nés en Australie. Une famille modeste, Mmh. les 2 enfants qui faisaient de la moto avec un papa qui était passionné aussi. Et puis, les 2 gamins commençaient à être bons. Et puis là, la famille s'est dit, on va tenter le coup. C'est un coup de poker. On part en Europe sur le championnat européen où toutes les écuries officielles des constructeurs sont là et on y va. Sauf que pour faire ça, ils n'avaient pas trop de moyens. Ils ont vendu la maison, ils ont tout vendu et ils sont partis. Ils n'avaient plus rien sur le compte. Et en fait, quand tu entends leur histoire, alors là, je fais que répéter. Donc, si ça a été déformé avant, ce sera peut-être déformé. Mais en gros, ils te racontent que ils mangeaient des pâtes tous les jours. Ils étaient en Europe sans visa. Mmh. Rupture de contrat, ils savent plus quoi faire. C'est un peu la crise. Tu vois, ils dorment dans le fourgon tous les 5. Et puis un beau jour, le grand frère se retrouve appelé aux États-Unis dans une écurie officielle. Et le grand frère qui dit non, mais si vous me voulez, moi, Mmh. vous me prenez avec mon frère aussi. Mmh. Et toute la famille. Du coup, ils partent tous. Ils partent rouler là-bas. Ils font leur bout de chemin. Et au bout de 2-3 ans, les 2 frères arrivent à éclore. Et le petit frère devient vraiment une machine, quoi. Il surpasse le grand frère, il surpasse tout le monde dans toutes les catégories. Il montre qu'en fait, il a une aisance et un naturel sur la moto qui est pas possible. Il arrive à avoir un contrôle, un relâchement et une précision dans ce qu'il fait qui a été rarement vu. Mmh. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, c'est un des plus jeunes avec autant de titres sur ce championnat américain. Il est considéré comme le pilote le plus rapide de la planète. Mmh. Et c'est du jamais vu, quoi. Quel âge? Il a 22 ans. D'accord. Ça te met dans quel état, toi? Ça me fait plus rêver que m'inspirer. Parce que tu vois, Ouais. c'est beaucoup trop loin pour m'inspirer, Ouais. mais ça me fait rêver. J'ai plus que du respect pour ça, tu vois, ça me fascine. Ah. C'est-à-dire, tu te dis, la différence pour toi entre le rêve et l'inspiration. Inspiration, je peux me mettre dans cette trajectoire et atteindre, un jour, ce niveau de performance ou atteindre ce niveau de vie ou que sais-je, quoi. Et alors que le rêve, tu te dis là, c'est Ouais, grand c'est fait pour être beau, c'est fait pour être loin et pour te donner des frissons, mais Mmh. si tu as un minimum de raison, tu sais que tu n'y arriveras pas. Ouais, Et c'est pas un problème. ouais. Parce que c'est bien d'avoir 2-3 trucs comme ça dans la vie où tu te dis, bah, c'est magnifique et je prétends pas y arriver, mais ça me fait plaisir de le regarder et je pourrais le regarder des heures. Sans jalousie, Ouais. ouais. Ce que nous disait un petit peu Yann, Kuchra hier un peu à la fin, c'est finalement quand on est sportif, on regarde souvent ce qu'on nous montre, c'est-à-dire, les réussites, les premiers, les médailles d'or et cetera, mais faut pas oublier que sur, tous les sportifs de la planète, la plupart, c'est quoi? C'est des échecs au quotidien, quoi. Échec sur échec sur échec sur échec sur échec et finalement, ça fait partie de la vie. L'échec fait partie de la vie et c'est pas un drame, c'est pas une crise et c'est pas un chaos, c'est juste normal, quoi. Donc, toi, tu en es où par rapport à ça, justement, cette notion? Alors, on va parler des blessures parce que quand on fait du motocross, oui, c'est spectaculaire. Bah, oui, il y a des chutes et pourquoi on en fait plus que d'autres et pourquoi, est-ce que tout le monde en fait? Déjà, c'est une question que j'ai envie de te poser. Est-ce que tout le monde fait des chutes en motocross? Et quels sont les types de rallyes qu'on peut avoir? Quel type de circuit et cetera? Comment tu as évolué là-dedans? Comment toi, tu vis, finalement ce que nous dit Yann? L'échec les gars, moi la barre parallèle ou les barres fixes, j'ai fait 2000, 5000 fois, 10 000 fois le gest avant d'y arriver et forcément quand tu as fait 10 000 fois le geste et que c'est jamais passé, le jour où ça passe, là, tu plus qu'heureux, quoi. Ouais. Alors qu'en fait, là, l'échec finalement, c'est le quotidien, c'est normal et on vit très, très bien avec, quoi. Moi perso, je vis pas bien avec, hein. Je me suis pas encore soigné. Moi, j'ai l'impression que ça va. Alors, après, j'ai pas encore eu d'échec qui avait vraiment eu un impact sévère sur ma vie, tu vois. C'est simplement dans le sport où
dans les études, si je rate un petit truc, bon, c'est pas grave, tu vois, je passe d'une année à l'autre. Mais c'est sûr qu'un sport comme la moto, ça te forge parce que c'est mon ressenti personnel, parce que j'ai pas trop expérimenté d'autres sports à part le tennis et le rugby. Ouais. Mais je trouve que comparé à ces sports-là, là où par exemple au tennis, tu mets la balle dans le filet et ça te saoule, tu as envie de jeter la raquette par terre, Mm. dans le moto, quand tu tombes, une fois sur deux, ça fait mal quand même. Ouais. Tu vois, des fois, c'est rien, tu te rappes le coude, mais après, quand tu poses le coude sur la table en cours, ça te gratte. Et parfois, ça fait encore plus mal. Et en fait, c'est ce qui fait qu'à chaque fois que tu tombes et que tu te relèves, bah, sur le moment, tu t'en rends pas compte, mais après coup, quand tu regardes un an plus tard, toutes les fois où tu es tombé dans l'année où tu t'es relevé, tu te dis, mais c'est bien quand même, tu vois, c'est respectable. Mhm. Parce que tu pourrais très bien dire, je suis tombé, je me suis fait mal, ça m'a saoulé, je voulais que le bon côté du sport, je veux pas le mauvais, et je mets tout de côté. Ouais. Ouais, ouais, oui, je repense à moi quand, sur le vélo, le VTT, cyclo-cross, où bah, là, le moindre petit écart, soit tu perds des places, tu tombes, tu te fais mal, tu te fais une épaule, tu te fais une clavicule ou un poignet. Tu dis: «Bon, ce sport est pas fait pour moi, quoi, je fais autre chose, quoi». Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu continues là-dedans? Est-ce que c'est la passion? Est-ce que c'est le rêve? Est-ce que c'est finalement, bah, ça fait partie du job de tomber, ou il y en a quand plein d'autres diraient: «Bon, bah, allez, non, next, pas fait autre chose, quoi». Ah, je pense que c'est vraiment la passion et l'amour du sport, tu vois. Parce que quand tu à la chute et à l'échec, déjà en moto, tu sais très bien que quand tu tombes, en fait, à tout moment, tu peux avoir une blessure grave. Et tu as ceux qui vont te dire qu'ils y pensent pas, Mmh. ceux qui vont te dire qu'implicitement, ils ont signé pour ça en faisant ce sport. Mmh. Moi, je dis que je suis entre les deux. Ouais. Parce que d'un côté, j'y pense pas, mais forcément, quand tu vois quelqu'un qui se prend une blessure grave ou que tu entends des échos sur une blessure dramatique ou quoi, ça te touche forcément. Tu te dis, ça pourrait m'arriver à moi, ça pourrait arriver à mon pote avec qui je m'entraîne à chaque fois. Et ça, je te coupe là-dedans, mais ça a quelles conséquences sur ton psychologique, sur ta pratique et notamment en course quand tu es dans voilà, tu le starting block, on appelle ça, le Sur la grille de départ, ouais. tout simplement, sur la grille de départ? Est-ce que tu sens qu'il y a, à chaque fois, plus tu progresses dans la discipline et dans cette prise de conscience qu'il y a un risque, quel est le degré que ça peut avoir avec le temps sur ta ligne de départ? C'est-à-dire qu'au début, bah, tu es à 100 dans l'inconscient, ça se fait quoi. Je J'ai pas de problème avec ça, je suis même pas conscience qu'il y a des risques et puis, bah, petit à petit, il se passe ce qui se passe et du coup, tu dis: «Bah, aujourd'hui, je suis à mon niveau de perf, de max». Bah, je sais qu'il y a ce petit effet négatif dans mon cerveau, ce petit virus qui m'altère de 10 puis 15 puis 20. Est-ce que tu as conscientisé un petit peu ça? Un petit peu, je pense que je suis pas du tout arrivé au bout du processus et que c'est encore un peu flou pour moi. Ouais. Le seul truc que je sais, c'est que si j'arrive à l'entraînement avec la peur, Mmh. c'est pas bon. C'est pas bon? Ouais, je le sais parce qu'en fait, ça veut dire que je vais devoir rouler doucement. Enfin, Ouais. doucement, c'est un grand mot, mais Ouais. je vais devoir rouler un cran en dessous de ma vitesse maximale pour pouvoir me sentir en sécurité. Parce que pendant que je vais rouler, en fait, je vais cogiter. Je vais me dire, et si là, au prochain virage, je tombe, et Ouais. si là-bas, je percute un autre pilote, tu te prends que des pensées négatives. Par contre, en fait, à partir du moment où sur une course, j'arrive sur la grille de départ ou en pré-grille dans le parc d'attente avec que des pensées positives, ça m'est jamais arrivé que pendant une course, je pense à la chute, en fait. Mmh. À partir du moment où je suis rentré sur la grille de départ et où c'est le panneau 5 secondes, le départ la course qui va partir, Mmh. là, je suis dans mon truc et tu peux pas me. Ouais. Sur le plan de la chute, tu peux pas me déstabiliser. Encore, mais par contre, aujourd'hui, je suis encore un peu instable sur le côté mental, de pas me polluer la tête pendant une course. Mais ça va être plus sur le côté performance, tu vois. Pendant le côté les manettes et tout. Pendant que je pilote, ça m'arrive encore de me frustrer ou de râler en me disant: «Tu pu faire ce passage un peu mieux». Je me mets la pression pour aller chercher le pilote qui est devant. Mais de penser à la chute et à l'échec, ça, j'y Mmh. arrive, j'y Mmh. pense jamais. D'accord. Ça dure combien de temps à peu près? Ça dure 30 minutes. Ah oui, c'est assez long. 30 minutes et on a 2 courses dans la journée, Mmh. plus une session de qualification et une séance d'essais libres. Ah oui, donc tu as quand même un gros influx nerveux, mental et Ouais. puis, physique aussi. Comment tu te prépares déjà? Tu t'es pas toujours sur une moto à t'entraîner.
Qu'est-ce que tu fais à côté en termes d'entraînement, préparation physique, préparation tu as parlé de mental, préparation globale, en fait et puis, donc ça, c'est ta préparation permanente. Comment tu fais, à l'approche d'une compète? Et puis comment ça se passe une compète? Raconte-nous un petit peu ton quotidien de la performance, en fait. Préparation, pré-course, tu vois, les quelques mé et puis après la course. Bah, du coup, sur la préparation, en fait, moi, je m'entraîne dans un club dans le sud, du côté de Lunel, dans l'Hérault. Ça s'appelle le CMX Park. Et en fait, c'est Cédric, l'entraîneur principal, qui m'entraîne. Généralement, on s'entraîne le lundi. Et puis après, je vais rouler aussi, moi, de mon côté, sur des circuits le samedi et le dimanche. D'accord. Le gros de l'entraînement, ça se fait de octobre jusqu'à février. Et puis après, en février, c'est le début de la saison. Le championnat de France motocross se passe de mars jusqu'à juin, à peu près. Et il y a un autre championnat qui est le championnat de Supercross. C'est un peu différent, j'y reviendrai plus tard, qui se passe en saison estivale. Et après, pour ce qui est de l'avant-course, jusqu'à pas si longtemps, je le gérais très mal. Mmh. J'appréhendais beaucoup, je stressais. Et c'était pas de la peur, justement, c'était vraiment l'envie de bien faire qui me polluait, qui faisait que j'arrivais tétanisé à pas réussir à me détendre sur la moto, à faire ce que je savais faire. Et aujourd'hui, maintenant, ce que je fais, c'est que bah, je le prends à la cool, quoi. Tu vois, je me concentre sur les sensations. Je me dis que je me suis entraîné, je sais ce que je vais faire. De toute façon, que je finisse premier, deuxième ou dixième, ma vie, elle va pas changer, quoi, fondamentalement. Donc, je suis là sur la grille de départ. Généralement, j'essaie de me mettre un petit peu de musique si je peux. Ouais. OK, on va venir après sur la course, parce que là, quand tu dis ça, je sais que tu as écouté, un de tes, comment on va les appeler? Confrères, de frères d'armes, et ça fait non, pas l'armée, ça va, sur Champion de sa vie, donc numéro 5, 5e édition et tu as écouté Baptiste. Ouais. Est-ce que, quand tu écoutes Baptiste, tu te dis: «Tiens, ce qu'il raconte», alors soit sans talk qu'il a pas fait parce qu'il pouvait pas être là, mais tu le connais, et tu sais ce qu'il a délivré aussi sur le podcast. Est-ce que ça t'est utile? Ouais, Par complètement. rapport à ce que tu viens de dire? Parce que justement, tu vois, Baptiste, il parle beaucoup de l'intention, Mmh. que il faut se focaliser sur ton intention de qu'est-ce que tu as envie de faire. Ouais. Et justement, moi, j'ai réussi à mettre le mot sur ma propre intention qui est faire en sorte de ressentir des choses fortes et de prendre du plaisir. Mmh. Et c'est ce qui fait que maintenant, quand j'arrive sur une compétition, alors, j'ai pas eu l'occasion de le matérialiser et de l'expérimenter pour l'instant parce que j'ai pas eu de compétition cette dernière année. Mmh. Mais après coup, je me dis que c'est ce que je fais, tu vois, au final. Ouais. J'essaie de me mettre de la musique. Parfois, je mets de la musique qui va un petit peu m'énerver parce que bah, ce matin-là, j'ai envie de m'énerver avant la course. Parfois, je vais mettre de la musique classique parce que j'ai envie de me poser. Je sens que j'ai besoin de calmer les nerfs. Et puis Mmh. après, quand j'arrive sur la moto, Ouais. je démarre le moteur et ça part, quoi. C'est bon, toi, tu l'as fait naturellement, mais tu penses aussi à moi, mon univers, c'est la natation, entre autres, hein, mais je vois souvent les nageurs avec leur casque, et tout, qui vont se mettre dans des états de concentration. Tu t'inspires justement d'autres sports aussi pour, dire: «Bah, tiens, ce qu'il fait lui», alors on parlait de Baptiste par rapport à l'intention, effectivement, qui permet de défocuser un petit peu, dépolariser le côté, performance, résultat, pour être vraiment dans la façon dont je vais, vraiment aborder ma course, être dans mon épreuve et puis être dans ma posture, en fait, et connecter avec mes sensations, comme tu disais. Et puis après, donc ça pour Baptiste. Et est-ce que quand tu as regardé les Jeux olympiques l'année dernière, par exemple, tu dis: «Tiens, ce que j'ai eu dans tel sport, ça peut m'être utile». Est-ce que tu observes un petit peu? Est-ce que tu as des exemples comme ça pour dire: «Toi, moi, je vais intégrer ça, moi, dans ma préparation», ou dans la phase d'approche, où on va venir après pendant la compétition, justement, qu'est-ce qui se passe? Donc toi, c'est toi tes inspirations? J'ai essentiellement vu les avant-courses, Ouais. le moment où on les voit arriver sur le stade ou quoi. Et alors, il y avait le coup de la musique et aussi on les voyait se parler à eux-mêmes. Mmh. Et ça m'a parlé parce qu'en fait, je le faisais pas. Enfin, je me parlais dans ma tête, mais je parlais pas à voix haute, en fait. Et justement, hier, avant de monter sur scène dans la petite salle avant de rentrer, Ah oui? je parlais doucement, mais je me parlais à moi-même. Je me disais: «OK, ça va le faire. Depuis février, tu sais ce que tu vas dire. Mmh. Tu t'es préparé, tu l'as répété, tu l'as écouté, tu l'as écrit». Et puis, il y a aussi une phrase que j'aime bien me dire, c'est: «Si tu vas sur scène, que ça se passe mal, de toute façon, dis-toi que dans le public, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui a envie d'être à ta place». Mmh. Et ça me rassure au final. Tu vois, je me dis: «Tu es celui qui, entre guillemets, a le culot d'y aller, ose y aller, alors donne-toi à fond et fais-toi kiffer, quoi». Yeah. Alors du coup, là, tu m'as amené à hier soir. Tu as kiffé? Ouais, Ouais. complètement. Autant que, sur un circuit?
Ouais, les sensations sont différentes. Ouais. C'est beaucoup plus dans le calme, il faut être beaucoup plus Mmh. posé dans la respiration. C'est moins agité, mais c'est des sensations qui sont tout aussi agréables, quoi. Mmh. Quand tu sens que tu es en maîtrise, en fait, j'ai l'impression que quelle que soit la sensation, c'est du bonheur. Ouais. Ouais, c'est intéressant parce que ce que tu me dis là, en fait, me fait penser à tous les sports, en fait. Qu'on soit sur l'intensité, un 100 m, bah, finalement les discours internes, on a le temps d'avoir des dialogues internes et qui viennent nous polluer. Donc toi, j'aime bien la façon de dire: «Bah, je vais me parler, mais à voix haute», pour finalement pas laisser la petite voix intérieure là que je maîtrise pas et qui, à mon insu, va m'envoyer des influences peut-être négatives, ou des focus sur des choses qui ne méritent pas mon attention. Donc j'aime bien ça et puis, bah, ça peut être du plus long, tu vois? Moi, je suis en endurance, donc quand on prépare de l'endurance, la préparation est très longue aussi, mais finalement nos dialogues internes sont toujours très présents. Donc comment on va justement reprendre possession de tout ça, mettre de l'intelligence, finalement dans ses bonnes postures pour bien appréhender, l'événement ou qui nous attend. Alors que ce soit sur du long, que ce soit sur du court, que ce soit sur du physique pur, que ce soit sur juste des postures et l'expression orale parce que ça reste un sport aussi, hein, de s'exprimer en public, c'est le corps qui parle beaucoup. Bah, finalement, tu nous rappelles que, ouais, finalement, cette préparation-là et puis, bah, d'oser, j'y vais, j'ai rien à perdre entre guillemets, je le dis avec mes mots et puis après de pouvoir, c'est-à-dire je suis fier de ce que j'ai fait déjà, maintenant j'ai tout à gagner en fait. C'est pas que j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Ouais, c'est ça. Mmh. Qu'est-ce que tu as gagné? Bah, j'ai gagné, je pense, encore un peu plus de confiance en moi Ouais. parce que sincèrement, même si au moment où, Mickaël de l'EM Lyon qui avait fait les sélections de départ pour la formation m'avait dit au début: «Tu es prêt?» Je lui ai dit: «Bah ouais, hein, si je m'inscris, c'est pour aller au bout». À ce moment-là, je l'ai dit un peu sur le ton de la rigolade. Je le pensais en fond, mais si tu veux, je Mmh. m'attendais pas du tout à être, sélectionné et au moment où on a annoncé la sélection, Merde. j'ai dégluti un petit peu, tu vois? J'ai dégluti et je me suis dit: «Bon, là là, c'est la partie 2. Il va falloir, bosser et y arriver». Parce que en fait, j'avais travaillé mon talk sur le fond, Ouais. mais sur la forme, j'avais même pas encore visualisé ce que ça Mmh. pouvait donner. On fait un exercice là, imagine, hem, même chose, il y a le sélectionneur international, je ne sais pas comment ça se passe, hein, les sélections pour les courses de motocross, de supercross, mais imagine, tu as le patron, le boss là du circuit international, il te dit, là: «Tu es prêt pour le faire l'année prochaine?» Et là, c'est comme Mickaël: «Ouais, mais carrément, j'y vais bien sûr», mais tu sais au fond de toi, tu es pas tout à fait prêt et que Ouais. mais il te dit: «Bah, OK, bah, banco, on y va» et tu te retrouves, à faire une saison avec tous ces gars que tu vois, du jour au lendemain, quoi. Parce que c'est ce qui t'est passé là. Tu t'es retrouvé sur scène, avec, des champions du monde, des championnes olympiques, et puis tu es à côté d'eux et tu délivres, la même prestation, sinon meilleure. Mais en tout cas, c'est toi qui juges ta propre prestation puisque nous, on n'a pas mis les comme à l'école des fans, tu as pas connu ça, mais tu sais, on met des notes, de 0 à 10 pour dire le copain il a une bonne note ou pas. Nous, on met pas de note, mais on met du 10 à tout le monde parce qu'on est gentil. Mais, tu vois ce que je veux dire? En gros, je suis peut-être pas à ma place, je suis pas au niveau et je mérite pas ça. Bah, imagine ça t'arrive en motocross. Ce serait quoi la différence? Alors oui, il y a peut-être de l'entraînement, oui, il y a peut-être du talent. Certains diront ce qu'il faut le talent n'existe pas, on est d'accord là-dessus, mais certains diront: «Oui, il y a peut-être du talent». Qu'est-ce qui ferait la différence entre, eux et toi? Est-ce que véritablement, physiquement, physiologiquement, il y a des choses que, ben, quand on dit une seconde sur un circuit, c'est énorme une seconde. Moi, je me rends pas compte, mais c'est quoi les différences? La différence, elle vient essentiellement de l'expérience parce que si tu veux, le motocross, c'est très particulier. On a beaucoup l'image de la moto sur piste, sur bitume. Je suis pas un spécialiste de cette discipline, mais si tu veux, la particularité du motocross, c'est que d'un circuit à l'autre, c'est pas la même terre, c'est pas les mêmes virages, c'est pas les mêmes distances de saut. Mmh. Ça crée pas la même déformation du circuit. Donc en fait, si tu veux être bon, Mmh mh. il y a un moment où tu peux pas t'entraîner tout le temps au même endroit. Tu es obligé de partir dans d'autres pays où il y aura un d'autres climats, où il y aura un autre climat, pardon, une autre humidité. Et en fait, c'est ce qui fait que tu vas développer tout un panel de compétences, Mmh. qu'au niveau des sensations, tu sauras te repérer sur différents Mmh. circuits. Et qui fait que si je te mets derrière sur une manche de championnat du monde, quel que soit le pays, quel que soit le circuit, tu vas t'y retrouver. Alors je te dis une connerie, hein, moi j'y connais rien, mais, si, pendant 6 mois, je te file 50 000 balles, allez 100 000, je suis généreux.
Et tu vas pouvoir, alors certains vont me dire: «Oh là là, Cyril, il prend l'avion, machin, c'est direct sport motorisé et tout». Bon, OK, on n'est pas dans ce sujet-là, on imagine, on est dans le rêve, hein. Et pas d'objection, mais pas de mauvaise conscience là-dessus, pas d'objecteurs sur ce sujet-là, s'il vous plaît. Pas pour l'instant, on va imaginer. Mais bon, pendant 6 mois, tu vois ce que je veux dire, tu vas aller un coup à tel endroit, tel endroit, tel endroit et cetera, et tu fais tous les circuits possibles, imaginables, et tu reviens de cette expérience-là. Est-ce que ça suffit à te mettre au niveau de ces gars-là? Au niveau mondial, non, clairement pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque encore? Il me manquerait 5 ans d'expérience au moins. C'est 5 ans d'expérience à faire des championnats de France, des championnats d'Europe D'accord. pour pouvoir prétendre à atteindre ce niveau-là. Parce que d'avoir des mecs face à toi, C'est ça. compétiteur qui Tu sont tu qui progresses jamais mieux qu'en compétition, en fait. d'accord. Donc c'est faire de la compète, de la C'est compète, ça. de la compète. D'accord. À force de pratiquer. Donc en gros, il y a pas de talent pour trouver ses bonnes positions, aller voir vraiment le toucher, le feeling de main sur les poignets, la bonne trajectoire en pile poil, les bons freinages au bon moment, la douceur, ce côté sensoriel quoi, en fait. En fait, il y a tout ça, Mmh. tout ce que tu as dit, les sensations que tu vas développer en course, Mmh. hem, tes réflexes avec les pilotes que tu as derrière, devant, Ouais. la manière dont tu gères ta course, Mmh. c'est des choses que tu peux pas vraiment développer à l'entraînement. Même si on roule à plusieurs, même si on simule des courses, Mmh. tu es jamais dans le même état d'esprit avec le même niveau de pression, et c'est ce qui fait que je pense que sur une carrière sportive, tu as une courbe de croissance, hem, maximale, on va dire, et tu peux jamais aller au-dessus. Mmh. Tu peux que être plus lent, en fait. Mmh. Et c'est pour OK. ça que je pense que si tu me mettais les moyens financiers illimités et que tu me disais: Tom, tu carte blanche pour atteindre le championnat du monde», je te dirais pas que c'est impossible, loin de là. Je te dirais que ça peut le faire, mais il faudrait que tu me donnes minimum 5 ans, Mmh. sachant que ça fait seulement 8 ans que je fais de la moto, Ouais. pour y arriver. OK. Le temps d'assimiler de l'expérience, de me prendre quelques blessures, parce qu'il y en aura forcément. Encore d'autres? Ouais. Et puis d'affûter vraiment mon pilotage qui est loin d'être parfait pour pouvoir, espérer y arriver, quoi. Mmh. OK, je comprends, je saisis, parce que c'est pas la compréhension et comme souvent dans le sport, il y a des choses qui ont du mal à expliquer parce que finalement, quand on voit faire les autres, oh, ça a l'air facile. Bon, c'est sûr que quand on se met à pratiquer, on se dit: «Ouh là, c'est un peu plus compliqué que ça n'y paraît», et puis ce que moi j'ai entendu en tout cas dans ce que tu nous racontais hier aussi, c'est, ce petit degré de fusion là qui fait la différence, et en fait, des fois, on va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour avoir un maximum de résultats au départ, puis à un moment donné, on fait toujours les mêmes efforts et on n'a plus les mêmes résultats parce que finalement, on arrive à un niveau où le moindre petit détail, on n'est plus dans le gros, le gras, c'est-à-dire le gros, comment dire? Les hard skills comme on pourrait dire, quand on est plutôt dans le soft, et dans le soft, il y a encore, énormément, et ce petit degré, c'est là qu'on a peut ne pas toujours percevoir, comment toi ou comment un sportif de haut niveau va passer énormément de temps avec très peu de résultats. Donc comment finalement ce petit pourcent là, on va aller pouvoir l'optimiser. Et alors, l'entraînement ne suffit pas, tu dis: «Il y a de la compétition». Alors l'entraînement dans différents contextes, configurations et tout ce que tu as pu dire, hein, en fonction du terrain, l'hygrométrie, les températures et cetera, le taux d'humidité, et puis après, bah, si une fois que j'ai fait ça et les compétitions, les autres, et tout bien se calibrer, bien doser, bien ça peut mettre de la stratégie aussi. Et là finalement, on est vraiment dans des choses qu'on n'explique pas, je me répète, mais parce que le sport, c'est aussi beaucoup ça finalement. C'est d'ailleurs Claude Fauquet qui le dit très bien, hein, quand il parle d'un Léon Marchand ou de ces sportifs, qui sont capables d'aller atteindre des niveaux d'excellence qu'on aura du mal, qui sont beaux, qu'on peut juste dire: «C'est juste merveilleux, c'est juste beau», et ça ne se commente pas. Bah, parce qu'en fait, ouais, c'est le sensoriel, c'est sensationnel, et c'est ce petit pourcent dont tu nous parlais hier. Mais je pense que tu l'as compris. C'est un petit peu moins dans la carte 2 minutes tout à l'heure, tu vois? Mais je suis là, on est dans l'entrée, on attaque le plat, et je pense que toi, dans ta pratique, sans t'offenser, il y a encore des choses à aller déguster, à aller savourer pour aller capter du subtil. Qu'est-ce que tu aimerais justement obtenir dans cette, alors c'est pareil, c'est pas évident ma question, hein, mais dans ce monde subtil, ce monde de l'imperceptible, qu'est-ce que tu aimerais toucher du doigt, que tu n'as pas encore et que justement, d'autres comme, Jet ou peu importe qui finalement ont su, capter et produire une fois et reproduire à chaque course? Qu'est-ce que tu as pas encore que tu aimerais avoir? C'est encore une fois en termes de sensations, puisque finalement tout tourne autour de ça. Mmh. Mais si tu veux, quand tu fermes les yeux, quand tu es sur une moto et que tu tournes sur un circuit à pleine vitesse, c'est un peu comme une partition de musique. C'est-à-dire que tu as des sensations dans les doigts, dans les pieds, dans le dos, tu sens les vibrations, tu sens peut-être différentes odeurs à différents endroits du circuit. Alors tu fermes les yeux, donc
tu vois pas, mais tu entends aussi. Ce qui fait qu'à n'importe quel moment, si je te mets 5 secondes d'un extrait du circuit et que tu fermes les yeux, tu sais où est-ce que c'est. Mmh. Et en fait, toutes ces sensations, que ce soit au toucher, à l'ouïe ou à l'odorat, je me dis, quand tu roules encore plus vite, bah, en fait, ça doit être encore plus intense. Parce que là où moi, par exemple, j'ai certaines vibrations dans les pieds quand je passe dans une ligne droite un petit peu trouée, abîmée, à 70 km/h, le mec qui passe tous les tours à 73, 74, ça doit vibrer encore plus vite. Et en fait, il doit avoir le cœur qui tape encore plus vite à l'intérieur et ça doit le faire craquer dans la tête, tu vois. Il doit être comme un fou, le mec. Et c'est aussi ce qui fait que tu es sans cesse dans une progression, c'est-à-dire que tu vas à une certaine vitesse, tu as des sensations, et puis en fait, il y a un moment où, au-delà du résultat de dire je vais faire un chrono 1 seconde plus rapide, c'est que tu vas te dire, bah ouais, mais pour retrouver les sensations que j'avais il y a un mois, où j'étais comme un dingue parce que ça y est, je redevenais hystérique avec l'adrénaline, bah, il faut que j'aille encore plus vite. Tu vois, c'est un peu l'éternel insatisfait où bah, j'ai eu des nouvelles sensations, mais pour aller les chercher à nouveau, il faut que j'aille encore plus vite. Et c'est là que finalement, tu vas de plus en plus vite, tu gravis les échelons, Mmh. tu passes par des blessures et que tu veux jamais t'arrêter finalement. Mmh. Tu deviens addict à ce truc, c'est une drogue quoi. Tu prends une dose, t'en veux plus parce que t'es habitué et ça continue. Dit comme ça peut faire peur. La maman, elle va dire, «Tu tout de suite tes sports», mais tu as retrouvé d'autres parades à côté, les études, des projets professionnels. Restons un petit peu encore dans ce que tu viens de dire parce que c'est typiquement la réponse que tu fais et comme quoi il y a pas besoin d'avoir 78 ans pour, ressentir ça. En tout cas, peut-être pour bien l'exprimer parce que quand c'est que toi qui dis la même chose que toi, il le dit avec, beaucoup moins de mots et c'est tellement juste et tellement pertinent, mais tu dis la même chose. Et oui, c'est ça la différence entre un Léon Marchand et d'autres. Il dit 2 choses. La première, c'est tout ce que tu viens de me dire, le côté voilà, je ferme les yeux et je fais qu'un avec l'élément. Alors lui, c'est maillot de bain dans l'eau, hein. Toi, bah, tu nous l'as bien décrit avec, toi et ta moto et tout l'environnement, le circuit. Vous faites plus qu'un. Sans que vous faites qu'un, en fait. Tu fais qu'un avec cet environnement. Il y a une vraie connexion, sensorielle et on pourrait dire extrasensorielle, hypersensorielle, parce que les sens, il y a différents niveaux, hein, et c'est là-dessus qu'on peut travailler d'ailleurs, alors là, je prêche pour ma paroisse, mais dans la préparation mentale, parce que quand on commence à toucher du doigt dans la dimension mentale ces sujets-là, c'est infinitésimal. Alors ça peut paraître chiant, parce que de fermer les yeux, d'être dans un canapé, imaginer ça, ouais, bon, c'est pas très excitant, c'est pas dans l'action, mais on peut travailler là-dessus, sois-en rassuré, hein, enfin, convaincu en tout cas, parce qu'il y a vraiment un vrai travail à faire là-dessus, de visualisation, on le dit souvent, mais on le fait pas beaucoup, pas jamais assez. Donc, le travail invisible, l'entraînement invisible, il fait aussi l'a fait là-dedans. Et puis après, la deuxième chose, c'est ce que tu as vécu pendant ces dernières semaines. C'est aussi ça propos ce que dit, Foucault Fouquet, je n'invente pas, hein. C'est s'inventer pas s'inventer, mais écrire son histoire, en fait. Alors on peut s'inventer, la rêver ou se dire finalement, bah, oui, je l'écris même. Et c'est ce que tu as fait pendant quelques mois, semaines, quelques mois. Alors pas écrire ton histoire à venir, mais plutôt l'histoire passée, l'incarner dans un talk de 15 minutes et bah, justement, quel parallèle tu as réussi à faire toi entre, le sport tel que tu le vis et qu'il te fait vibrer et bah, aujourd'hui, c'était la question que je te posais tout à l'heure, mais là maintenant on va vraiment l'explorer au travers de toi ces derniers mois, ce que tu allais chercher en toi, creuser en toi à l'intérieur pour ressentir des choses, ressentir et puis essayer de les mettre en musique pour reprendre ton terme de faire écrire la partition, donc ce chef d'orchestre de ta vie. Comment tu es allé trouver, puiser, ce lien entre, bah, que tous les jours soient faits, d'attractions et que je vive à fond chaque jour? Heu, Même si, bah, j'ai pas ma moto, je fais pas la compétition et il faut être lucide, tous les jours ne sera pas le même niveau d'adrénaline. Mais comment tu arrives à faire ce pont? Je pense que en tout cas pour moi, ça a vraiment été à force de me tirer les verres du nez, que ce soit avec toi ou avec Mickaël. Parce que c'est vraiment depuis quelques mois que vraiment j'arrive à tenir ce discours-là en le ressentant vraiment, sans l'avoir inventé. Mais si j'arrive à le sentir aujourd'hui, c'est que ça vient de bien avant. C'est Et déjà là, ouais. ouais, c'est ça, c'était déjà là. Mais c'est assez facile pour moi maintenant, avec le recul, de me dire, bah en fait, certes, oui, le samedi, quand je monte sur la moto, je suis comme un gosse. Mais en même temps, si je pars faire du vélo avec mes potes, ou ce matin, quand on va courir, tu vois, quand, je sais pas, quand hier soir, je mange des macarons, pareil, je suis comme un fou. Donc en fait, quel que soit
l'activité, quelle que soit la chose que je suis en train de faire, en fait, ça peut me procurer le même niveau de sensation. C'est juste qu'il y en a certaines que je vais préférer pour X ou Y raison. Mmh. Mais en soi, aujourd'hui, tu m'enlèves la moto dans la vie, je vais être triste sur le moment, mais je vais trouver autre chose, quoi. Alors, est-ce que ça veut dire, je fais vraiment le raccourci, hein, mais je ferme les yeux, je suis en train de prendre un macaron hier soir, je le mets dans ma bouche, je sens toutes les saveurs, les parfums, les arômes et cetera et comme tu l'as dit, je touche, je sens, je ressens, Ouais. je goûte et je vais avoir des niveaux de sensations, bah, finalement qui sont le quotidien. Mais j'arrive à mettre un petit peu de ou voire beaucoup de comment dire? De merveille, je sais pas quel terme tu mettrais, sur le quotidien et des gestes qu'on a banalisés qui, bah, en fait, quelqu'un qui est en Afrique, qui goûte un macaron, Ouais. enfin, je veux dire en Afrique, peu importe, hein, même toi, tu arrives sur terre, sans faire les clichés, voilà, que j'allais dire, mais et tu découvres quelque chose pour la première fois et c'est juste merveilleux. Ouais, c'est ça. Et tu vois, justement, tu parlais d'Afrique et j'en reviens à on en parlait avant en off, le voyage que j'avais fait à Madagascar Ouais. et justement, quand tu arrives là-bas, en fait, c'est là que tu te dis que c'est exactement ça. C'est simplement qu'on ressent tous des sensations fortes par rapport à différentes choses et que par rapport à nos propres référentiels, on atteint les mêmes niveaux. Tu vois, moi, j'étais allé dans le village originel de mon grand-père là-bas à Madagascar. C'était un village très pauvre, sans eau, sans électricité. Déjà, quand j'y suis allé, j'étais, je pense, le premier blanc qu'ils avaient vu de leur vie. Et ils avaient des yeux, tu vois, comme moi la première fois où j'ai reçu ma moto. Et puis, on y était allé et il me restait quelques cahiers d'école, tu vois, vierges de chez moi, Mmh. donc que je leur avais donné. Et pareil, ils étaient comme des fous, tu vois, ils me remerciaient, merci, merci, merci. Et quand tu vois ça, en fait, sur le moment, moi, je suis pas le plus démonstratif, donc tu vois, je reste un peu Mmh mh. blasé, même si je souris. Mais après coup, tu te dis, ouais, en fait, eux, d'avoir ça, Mmh. ça les émerveille. De la même manière que moi, quand je pars en course, en week-end de course, bah, je suis émerveillé. Donc en fait, c'est juste une question de référentiel et on en revient au fait que bah, tu fais un chrono en 1:30, tu as des sensations, et puis un mois plus tard, il faut que tu tournes en 1:29 pour avoir les mêmes sensations. Mmh. Ouais. Alors comment tu fais pour que chaque jour, chaque instant de ta vie, heu, bah, soit, un moment, voilà, qui aussi simple qu'il soit, hein, banalisé, bah, tu arrives à y trouver, j'ai le terme en tête à chaque fois, excusez-moi, je vais le dire, mais, une forme d'attraction et qui fait que mais cette attraction, heureuse, joyeuse, parce que le pareil, le mot joie, on l'a peut-être un peu banalisé des fois et pourtant d'être en joie, quand on regarde le monde dans lequel on vit, que ce soit les médias autour de soi, tu vois, ce matin en cours, mais voilà, les gens, est-ce qu'ils sont joyeux? Je sais pas, comme certains sont expressifs comme tu dis, mais moi des fois j'ai peut-être tendance à pas être toujours expressif, mais intérieurement, ouais, j'arrive à être heureux, à être joyeux de ce qui se passe là. Comment, enfin c'est moi la j'ai par moments de ma vie, je sais pas vous, hein, quand vous écoutez ce que je suis en train de dire, ça vous parle peut-être pas, mais on a peut-être tendance à se dire: «Mais finalement, j'arrive plus à me contenter de ce que j'ai, pourtant j'ai tout pour être heureux». C'est triste d'entendre ça. Alors Ouais. comment on fait? Moi, franchement, je me suis jamais trop posé cette question-là. Après, j'ai la chance d'avoir quand même de pratiquer le sport qui est ma passion, de faire quelques autres sports à côté en tant que loisir qui me font tout autant vibrer, que ce soit le VTT. Il y a pas si longtemps, j'ai débuté un peu le BMX freestyle parce que pareil, c'était grisant de prendre des sauts. En plus, au début, tu galères, donc tu retrouves un peu la fougue du débutant et les sensations du début. Mais ouais, moi je me dis que c'est un peu aussi une mission de vie que de se trouver des activités ou des centres d'intérêt qui font que t'es jamais blasé, quoi. Mmh. Mmh. En fait, quel que soit ton état de forme du moment, que tu quelque chose à faire qui te fasse kiffer. Si tu sors de ta journée de cours, que tu es trop fatigué pour aller faire du sport, mais je sais pas, tu vas cuisiner un truc, même un truc simple, tu vois, mais tu vas te faire un petit gâteau. C'est Ouais, toi qui cuisines? ouais, complètement. C'est qui m'a dit ça? C'est Cyril, je crois? C'était François, je crois. François? Ah, François l'a dit et après c'est Cyril qui a dit ce gars on a fait oui, alors on s'est fait une petite panale bière hier là et puis il m'a dit: «Ouais, j'espère qu'il nous fera à manger, top» parce que vraiment il aime bien manger, puis il aime bien faire à manger Ouais, après. trop. Ah ouais et ça aussi c'est une façon de te connecter avec tes sens, ton côté sensoriel, Ouais, rien à voir, tu ouais, vois? ouais, Comme ça, complètement. tu aimes bien sans te poser de questions, quoi. Non, j'aime bien ça, tu vois, un dimanche où il pleut et où il y a Mmh. pas de circuit ouvert, bah, tu vois, les 5 6 heures que j'aurais dû passer au circuit, je les passe à faire un plat, ou un dessert, je sais pas. Et puis j'aime bien prendre le temps.
Tu vois, ça fait un peu contraste avec la moto où, alors, de l'extérieur, c'est très bourrin, ça l'est. Même si ça demande quand même un peu de finesse, faut quand même pas trop réfléchir et faire le débête un peu, tu vois. Tandis que quand tu cuisines, t'es Quand là, tu en course, quand descend de course à pied, coupe le cerveau, mais Ouais. tu refais, vas-y, c'est France. ça. Quoi, ouais. Tandis que Ouais. tu ouvres un livre de cuisine, bah, parfois on te dit c'est 1 gramme, pas 2. Il faut que tu fasses tes proportions, que tu suives bien les étapes, que tu fasses les choses avec finesse pour pas en mettre Partout partout. la pâtisserie, pareil. Ouais. Donc ouais, j'aime bien ça, ouais, ça fait bien contraste, ça donne des bonnes sensations, tu vois, tu te régales, puis tu fais aussi Ouais. kiffer les autres, donc c'est que du bénéf. Les parents. Ouais, les parents, la famille, peu Ouais. importe. J'ai posé la question très, comme ça à un ami, au podcast J'en de ma vie d'ailleurs. Tu un cœur à prendre? Ouais. Tu veux donner ton numéro de mobile, sur la Pas qu'un. donc voilà, c'est voilà, attention, on te suit comment sur Instagram? Parce qu'elle va te faire peut-être des demandes après, Ouais, essentiellement sur LinkedIn, quand même. Je suis pas trop actif sur ces genres de. Tu es plus sur LinkedIn? Ouais. Ouais, d'accord. Bon ça va, le M Lyon, les filles, les gars, tout bon respect, ça se passe bien? Oui, 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 il y a une Ouais. très bonne ambiance. Ouais. Tu es au bureau des sports, tous ces trucs-là, non? Non, 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 D'accord. j'ai pas trop le temps. OK. Fin de la parenthèse, mais bon, je pense que tu auras des petits messages comme ça: «Ah ouais, tiens, éventuellement, tu es dispo ce soir?» parce que si en plus tu fais bien à manger, que tu as pas mal d'avantages, donc je pense qu'il y a des filles qui vont ou des gars, j'en sais rien. Après ça ne me regarde pas. Je suis un peu perdu moi des fois avec la jeunesse. Vous me perturbez des fois, ce qu'on disait avec ma femme, on est un peu old school nous et on voit les jeunes des fois, ils sont des esprits d'ouverture que nous n'avons pas. Ouais, après, tu sais, je porte le même regard aussi, hein, donc Ah d'accord, ouais, ouais. OK, d'accord. Sans jugement, hein, parce que j'essaie de Ouais, pas avoir de jugement là-dessus maintenant parce que sinon on va se faire reprendre, hein. non, ouais, bien sûr. Hem, écoute, motocross, supercross, j'ai pas compris vraiment la différence entre les 2. Tu dis au début, il y a une saison de motocross, puis après l'été on fait du supercross. C'est quoi la différence? Alors, C'est les trottinettes cul, c'est le moteur, c'est le circuit? on n'est pas tous obligés de le faire, loin de là. C'est un choix. Ouais. Mais la différence, alors c'est les mêmes pilotes, c'est les meilleurs du championnat de France généralement qui font ça. Et la différence, c'est que tu es généralement dans un circuit qui fait la taille d'un stade de foot. Mmh. Parfois, c'est fermé. Il y a une étape très connue qui est à la U Arena, tu sais, à Paris La Défense. D'accord, ouais. Donc parfois, c'est fermé. Tu as un circuit qui est beaucoup plus court, beaucoup plus serré, avec plus de virages, plus de sauts, Mmh. et c'est plus étroit. Et en fait, ce qui fait que tu n'as aucune marge d'erreur, c'est que si tu veux, en motocross, si je caricature, le circuit, c'est une rampe qui monte, du plat, Mmh. et puis une redescente. Donc ça fait que si tu te rates et que tu atterris trop court, il n'y a pas de danger. Ou presque. Alors qu'en fait, en supercross, tu as juste une bosse pointue, Ouais. et peut-être 6 ou 7 mètres plus loin, tu en as une deuxième. Et tu en as peut-être une dizaine alignées comme ça. Et après, c'est à toi de décider si tu les sautes 2 par 2, 3 par 3, peut-être même certains 4 par 4. Ah oui. Et c'est ça qui fait qu'en fait, c'est beaucoup plus dangereux. C'est qu'à 50 centimètres près, Mmh. tu peux te casser un bras, tu peux te casser une hanche. Alors, question, toi tu t'es cassé, plutôt en motocross ou en supercross? En supercross seulement. Non, sur supercross, ouais, c'est vrai, il y a vraiment une différence, ouais. En termes de précision, de prise de risque, De prise de risque et de précision, ouais. ouais. Et de l'afflux nerveux qui est demandé aussi est très différent, Mmh. puisque déjà j'avais été prévenu, puisque même mon entraîneur, qui a pourtant eu une assez longue carrière, m'avait dit que 90% de ses blessures, ça avait été en supercross. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, comme je t'avais dit, une course de motocross, ça dure 30 minutes, tandis qu'une course de supercross, ça dure 9 minutes. Ah oui. Donc, et en fait, ils font ça parce qu'en termes de capacité physique requise et d'influx nerveux requis aussi, tu es obligé de condenser parce qu'au bout de 9 minutes, tu es rincé, quoi. Ouais. Ouais. Tu sens toi que c'est plus dur pour toi, quand tu termines un supercross qu'un motocross? Ouais, c'est beaucoup plus dur. Ouais. En termes déjà, sur une manche de motocross, pour te donner une idée, pendant 30 minutes, tu es entre 180 et 190 pulsations minutes. Et c'est comme si tu avais un marteau-piqueur dans les mains, que tu faisais du trampoline en même temps, tu vois. Et le supercross, c'est moins physique musculairement quand tu es précis. Par contre, le problème, justement, c'est qu'en termes de cardio et de mental, c'est beaucoup plus exigeant. Parce que tu n'as aucune ligne droite sur laquelle tu pourrais souffler. Les sauts, tu es tout le temps en alternance de en l'air, en bas, en l'air, en bas.
tu passes presque plus de temps en l'air que sur le sol finalement. Mm. Donc en fait, tu as tout le temps cette tension dans ton corps, le souffle coupé, tu es en apnée pendant 10 minutes finalement. Oui. Et c'est ce qui fait Et que les les blessures pulsations, ça arrivent. monte encore plus. Ouais, t'es quasiment en apnée en fait, t'es à 190. Si tu veux, c'est comme si tu faisais du fractionné pendant 10 minutes sans t'arrêter, quoi. Oui. Tu fais un 30-30, 10 minutes. T'as déjà fait de la lutte, non? Ou de la Non, boxe, non? jamais. Ah si, peut-être un peu à l'école quand même. À l'école, ouais. Moi, je suis sportif, je suis endurant, hein. Mais j'ai déjà testé avec Choukri. Salut Choukri d'ailleurs, hein, qui revient des championnats du monde, là, qui a fait troisième d'ailleurs en master. Et je me dis, bon, je suis endurant, j'ai le cardio, je fais de la nage, j'ai un peu de force quand même, quoi. C'est comme si je me vois premier sur un Aerox, alors que non, c'est pareil, Aerox, ça a l'air facile. Bref, tous ces sports-là qui ont l'air faciles comme ça, tu t'arrives dessus et tu dis, mais là, je suis, je suis largué, quoi. Comme quoi, il y a vraiment des aptitudes à développer quand on pratique, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'entraînement, les compétitions, etc. Et on se transforme. Mais la lutte, ça dure pas longtemps, tu as l'impression qu'il se passe rien. Mais moi, j'étais en hypoxie, j'ai la tête qui tourne. C'est pas une question de poids ou quoi que ce soit, hein, c'est juste comme tu dis, tu respires pas, tu peux pas de toute façon. Et c'est extrêmement court, mais ça te paraît super long, quoi. Enfin, moi, je ressens ce que tu évoques là sur 9 minutes, j'imagine la tension dans laquelle tu dois être, et puis le côté, ouais, en hypoxie, quoi. J'ai envie de souffle coupé. Si je me mets demain à ce sport-là, tu me conseilles quoi? C'est quoi les 3 premiers conseils que tu me donnes? Déjà, de prendre du plaisir, Mmh. de pas chercher à aller trop vite, Mmh. parce que t'as pas besoin d'aller trop vite pour prendre du plaisir, surtout quand tu débutes. Et puis, forcément d'avoir une moto adaptée à toi, parce que ça, c'est essentiel. Mmh. En fait, tu pourrais prendre toutes les précautions du monde en termes de pilotage. Si dans tes mains, tu as une moto qui est pas adaptée à ton poids, ce que tu vas faire, ou simplement à ton niveau, tu vois, si tu prends une moto trop puissante, tu vas te blesser, en fait. Mmh. Ouais. Donc, quand on débute, il faut se raisonner et aussi se raisonner sur la moto qu'on choisit. Ouais, le matériel, c'est vrai, souvent, même dans des sports les plus rudimentaires, une paire de baskets pour courir, un peu tendance à négliger la chose, alors que c'est fondamental, quoi. Donc là, j'imagine, a fortiori, quand tu es sur une moto, les appuis, les bons gabarits, comme un cadre de vélo, on sait ça que c'est la bonne taille. Pareil, tu as les tailles de moto, j'imagine, en fonction de ton gabarit, Euh, spécialement? la taille pour les jeunes change en fonction de la cylindrée Mmh. jusqu'aux motos qui sont adaptées pour des jeunes qui ont à peu près 15 ans. C'est quoi la cylindrée, là, d'ailleurs, maintenant, pour toi? Là, ça fait un mois que c'est 450. 450. Ah oui, donc il y a quand même, ouais, c'est en haut, Ouais, c'est quand même pas mal. ah oui, donc et l'accélération, ça doit être, Ah ouais, il y en a trop en fait. ah. Il y a trop de puissance. Et comment tu arrives à alors c'est ce que tu dis justement, trouver la bonne vitesse par rapport à ça, mais comment tu la trouves toi? Le papier est trop fort? Comment tu compenses? Ça demande beaucoup de force? Ça demande de la force, pas de la force au sens savoir soulever une armoire, Mmh. tu vois, mais plus dans le sens où, en termes de proprioception et de réactivité musculaire, agir au bon moment pour que justement ça te demande pas trop de force. Tu travailles tout ça justement quand on parlait tout à l'heure de ton entraînement, bon on a couru ce matin, j'avais remarqué que tu avais une très bonne, voilà, aptitude à courir et sans, être justement dans le souffle coupé à 11-12 km/h, donc ce qui est tout à fait correct. Comment tu fais? Tu cours? Tu fais des exercices de proprio, de mobilité, de réflexe, qu'est-ce que tu fais? Ouais, il y a beaucoup de cardio. Ouais. Ça passe essentiellement par la course à pied et le VTT. Mmh. Le VTT, l'avantage, c'est que comparé au vélo de route, vu que tu as un peu des bosses, des descentes, tu as les mêmes appuis, le même gainage que sur une moto. Et après, renforcement musculaire. Je dis renforcement parce que c'est pas de la musculation, tu vois. Au développé couché, je pense qu'il y a énormément de monde qui me tord en deux. Mais par contre, ma moto de 100 kilos, je peux la relever en 2-2. Mmh. Mais je ferai pas plus. Mmh. OK, Donc en fait, c'est vraiment de l'entraînement fonctionnel, si tu veux. d'accord. C'est, il faut être le plus léger possible Oui. pour qu'il y ait le moins de charge sur la moto. Et en même temps, il faut être le plus musclé possible pour certes pouvoir contrôler la moto, Mmh. mais aussi pour se protéger, en fait. Mmh. Protéger les articulations, les os. Donc tu as un juste milieu à trouver qui n'est pas forcément facile. Mais une fois que tu as le bon entraînement, après, ça se fait tout seul. Mmh.
Et ben là, tiens, j'allais faire un saut directement au niveau professionnel, mais pourquoi le M Lyon? Je t'ai posé la question tout à l'heure, bon, Ouais. j'ai dit que j'allais te poser la question, donc j'ai pas oublié. Pourquoi tu as choisi le M Lyon et pas une autre école, toi qui es sportif de haut niveau, tu es à Montpellier, tu es pas à Lyon? Et pourquoi celle-ci? Et c'est quoi ton projet quand tu t'inscris à l'EM, ton projet pro si tu en as un à l'époque? Alors au moment où je m'inscris à l'EM, Mmh. le projet pro, il est très, très vague. Je sais juste que la branche commerce m'inspire beaucoup plus que la branche, ingénieur parce qu'à ce moment-là, je dirais pas que je suis nul en maths, mais en fait, j'aime pas ça. Tu vois? D'être assis, à une table, à me casser la tête avec des calculs, Mmh. ça m'intéresse pas. Du coup, je m'oriente vers, la branche, commerce. Je postule à différentes écoles. Je prends un peu les classements, tu vois? Comme tout le monde et au moment de faire le choix, là, je me dis: «Où est-ce qu'il fait soleil?» Donc il y a une école à Montpellier, il y a une école à Nice. Ouais. J'essaie de comparer aussi avec le classement et puis je regarde aussi la distance par rapport à la maison à Montpellier pour pouvoir continuer de m'entraîner et à ce moment, je me dis juste: «Bon, bah, je rentrerai le vendredi soir pour m'entraîner samedi, dimanche et puis le lundi, je serai en cours». Donc je fais un peu la triangulation entre ces trois éléments et puis je me retrouve du coup à choisir le M Lyon, qui est pas si loin de la maison. Mmh. Le climat, c'est moins bien qu'à Montpellier, mais ça va comparé à Paris. Mmh. Donc je me retrouve ici et puis j'apprends aussi qu'ils ont la branche, SHL, pour laquelle je m'étais même pas renseigné. Ah, tu savais pas? Je savais pas à ce moment-là et puis, finalement, du coup, je contacte Mickaël qui me dit: «Mais même en présentiel, tu peux tout à fait avoir un aménagement de ton emploi du temps pour pouvoir continuer ta Mmh. pratique sportive». Du coup, à ce moment, je me dis: «Tu as vraiment fait le bon choix, c'est le paradis. Tu vas avoir des bonnes études, tu vas être, pas loin de la maison, tu vas Mmh. pouvoir continuer la moto». Enfin, je me dis: «C'est le bonheur». Donc au final, sans le savoir, je me suis retrouvé au meilleur endroit pour moi, quoi. Ouais, puis mais un peu Michael, il a fa ce manière de dire: Ce sera le meilleur endroit» et au final, il a souvent raison. Ouais. Parce qu'il a créé quelque chose un peu sur mesure quand même. Enfin, pas qu'un peu d'ailleurs. Aménagement pour les sportifs, pédagogie et des enseignants, j'imagine de grande qualité. Ouais. La preuve? Même si moi je pensais dire: «Je suis juste intervenant» et ouais, finalement à Lyon, c'est pas si mal que ça. C'est à la croisée de tout ce qu'on peut avoir en France, c'est le milieu, c'est le centre de la gastronomie aussi, paraît-il. C'est ça, Donc et ça te plaît bien puisque tu aimes bien manger et faire à manger. complètement. Donc ça réunit toutes les tu as fait les coches, les Ouais, recommandations franchement, que j'ai mmh. réussi à prendre, presque tout ce que je voulais, quoi. Mmh. Ça m'arrive l'hiver, forcément en tant que sudiste, tu vois, de me plaindre, Ouais, de là la température et du soleil, mais ça, c'est parce qu'il y a bien un moment où il faut râler, tu vois? ouais. Ah même toi tu râles? Même les gens de l'Hérault râlent? Ouais. Ouais. Ah quand ils sont pas chez eux en tout cas. Ouais. Et là pendant cette scolarité, pareil, donc pourquoi plus l'orientation sur l'entrepreneuriat et pas le marketing, pas les finances, J'aime beaucoup le côté, commercial, marketing, plus que l'aspect financier, même si je sais qu'il est très important et que je compte bien Mmh. me former là-dessus fortement pour pouvoir gérer, par la suite. Hem, mais en fait, c'est que je me vois mal, si tu veux, m'enfermer dans une case de commercial pendant 10, 20 ans. Mmh. Et ce que j'aime le plus, en fait, je l'ai expérimenté l'été dernier, c'est que j'ai bossé dans la start-up d'un pote à moi qui est basé à Montpellier, qui s'appelle EFEA et qui fait de l'agrivoltaïsme. Donc c'est, mettre des infrastructures, photovoltaïques sur des terres agricoles et c'est une petite équipe de 6 personnes. J'ai bossé avec lui, alors bras droit, c'est un mot à la mode, mais on va juste dire que j'étais assis à côté de lui et que je travaillais sur différentes missions et en fait, j'adorais l'ambiance et j'aimais bien le côté, bah, tu as fait un emploi du temps lundi, mais mercredi, ce sera plus le même parce qu'il y aura une urgence. Mmh. Tu es spécialisé plutôt, commerce, mais il va falloir que tu m'aides à faire, le design d'un site web et tu vois, ce côté un petit peu changeant, gérer l'imprévu, gérer des emmerdes à cours de route, j'aime bien. Mmh. Alors après, j'étais pas dans la position du patron qui est le grand responsable de tout ça, mais en tant que rôle et responsabilité qui changent d'un jour à l'autre, je me régalais. Plutôt que d'avoir, mon objectif, fixé au 1er du mois à atteindre, au 31 et puis que si jamais il y a un problème dans une autre équipe qui est pas la mienne, que je puisse pas intervenir, tu vois? Ouais. Je trouve ça un peu trop restrictif. Est-ce que ton talk demain s'il était à refaire, on pourrait pas le nommer, par exemple, hein, «Donnez-moi les emmerdes, je suis le roi de je suis le roi des démerdards», on va dire ça comme ça. Parce qu'en fait, quand je t'écoute hier, je peux peut-être lu le dire une ou 2 fois. Ça y est, c'est les emmerdes qui commencent parce que, bah, la chute, l'accident, la blessure et cetera et finalement, ça se passe jamais comme on s'y attend et finalement, l'entreprise, est-ce que c'est pas la même chose? C'est-à-dire, ça se passe jamais comme on attend, comme on s pouvait le prévoir et
Mmh, je parle pour l'ensemble des patrons peut-être, hein, ils me diront: «Bah, ouais, tout à fait d'accord ou pas d'accord», vous pouvez me le dire, hein, vous pouvez commenter. Mais, la vie aujourd'hui de l'entreprise, c'est toujours des emmerdes, c'est que des imprévus, il faut toujours s'adapter, c'est l'adaptation en permanence. Est-ce que le parallèle entre le motocross ou le sport plus généralement et toi tes aptitudes que tu as développées, il y a pas un vrai pont par rapport à ce que tu viens de me dire? Bah, il y a des emmerdes et j'aime bien, puis le mercredi, un truc qui était pas prêt, il faut que je fasse ça et finalement, bah, le prédictif en entreprise avant, on adorait. Notre cerveau adore le prédictif, savoir à l'avance ce qui va se passer, mais c'est un doux rêve, ça Mmh. aussi. On a cru que c'est même une chimère, mais certains croyaient que c'était vrai, c'était possible de tout prévoir. Non, 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 même avec des IA, on ne prévoira pas tout. On voit bien aujourd'hui qu'1 an après, les IA finalement, oui, ça marche, mais c'est pas le changement, c'est pas une révolution, enfin, en tout cas pas pour l'instant, pas de ce que j'ai identifié moi en tout cas. Voilà, donc ma question, tu l'as bien identifiée, mais les emmerdes et toi? Bah, moi, j'aime bien ça. Du moment où forcément elles ont pas, comme je disais, un peu avant, un vrai impact, négatif sur ma vie, tu vois? Mais, j'aime bien ça, en fait. J'aime bien gérer l'imprévu, et j'aime bien m'adapter, en fait. Et c'est même l'essence même du motocross. Parce que comme je te disais, un jour où le circuit, il est un peu boueux, si tu veux, avec les 40 pilotes qui passent à chaque tour, tu auras jamais la même trace, tu auras jamais la même ornière. Il y aura peut-être un caillou qui était là, qui était pas présent au tour d'avant. Tu vas peut-être prendre un saut sur lequel tu vois pas la réception, il y aura un pilote qui sera par terre à la réception, va falloir que tu l'évites. Donc en fait, tu as un tas de choses auxquelles il faut que tu penses, qui font que au final, c'est quand tu es sur une moto, c'est ton quotidien, quoi. Donc tu y prends goût et quand tu te retrouves avec ça dans la vie de tous les jours, bah, tu es pas gêné, en fait, tu es habitué à raisonner comme ça et après c'est juste, je pense qu'il faut que tu te trouves un métier où, gérer une emmerde liée à ton activité te plaît, quoi. Mmh. Quand tu dis ça par rapport aux jeunes de ta génération ou les gens avec qui tu travailles, tu as l'impression de paraître pour un fou, eux, ils disent, «Ah ouais, moi les emmerdes, j'aime pas ça». Tu es Ouais, conscient de ça? parfois, ouais, ouais, complètement. Et ça te met dans quel état, toi, de te dire: «Bah là, pour le coup, je suis peut-être, c'est peut-être une belle aptitude que j'ai développée grâce au sport, de faire face à ces imprévus, de m'adapter là où d'autres sont peut-être un peu plus, sécures ou un peu rouillés par rapport à ça?» Bah, moi, ça me gêne pas, tu vois? Je suis comme ça et je me régale à vivre comme ça, tu vois? Je m'aime comme je suis, mais c'est juste que après, de toute façon, je pense qu'il faut de tout pour faire un monde. Il y a des gens, heureusement, qui sont sécures, peut-être pour certains postes ou même dans une entreprise. Tu peux avoir quelqu'un qui qui gère la société, qui a un tempérament un peu plus apte à gérer les emmerdes et en dessous de lui ou à côté de lui, il va avoir besoin de personnes un peu plus sécures, qui divaguent un peu moins et ce sera très bien comme ça, tu vois? Mmh. Et mais en même temps, il y a peut-être, 6 ou 8 ans avant de commencer la moto ou au tout début, j'étais pas comme ça non plus. C'est ce sport-là qui m'a fait naturellement développer ça. Mais je pense qu'avant ça, j'étais un peu plus réservé, un peu plus, dans ma zone de confort. Mmh. Hem, Parce que même si j'avais un très bon entraîneur au tennis qui, sur le point mental, nous poussait pas mal dans nos retranchements, c'était quand même des sports où dans les structures où je le faisais, ne me faisaient pas plus que ça, sortir de cette zone de confort et vivre l'imprévu. Et puis quand j'ai commencé à la moto assez naturellement, du coup, j'ai dû me confronter à Pourquoi? Qu'est-ce que ça change le fait d'être à moto par rapport à une raquette de tennis ou le terrain de jeu? Qu'est-ce qui fait que toi, tu es plus face à toi-même et que c'est tes propres prises de décision ou là, tu te sentais avant peut-être plus, encadré? bah, c'est qu'en fait, alors c'est peut-être une perception qui est seulement personnelle, mais je trouve que quand tu joues au tennis ou quand tu joues au rugby, tu peux toujours, reporter la faute sur quelqu'un d'autre, tu vois? Et même si tu le fais à tort, bah, toi, dans ta tête, tu te dis: «Non, c'est la faute de l'autre, c'est la faute d'un tel, machin». Tandis que quand tu es sur une moto, bah, tu es tout seul, en fait. Mmh. Tu te dis: «La moto, je sais comment elle est réglée, je sais comment elle réagit. C'est le même circuit pour tout le monde, donc si je suis tombé, à un moment, c'est de ma faute». Ouais, ça te met face à tes Ouais, responsabilités, «Je suis responsable et j'assume». c'est ça. Ouais, très intéressant. C'est là aussi, je fais alors parce que c'était pour moi hier, hein, mais ouais, Claude Fauquet dit aujourd'hui, c'est ça aussi dans certains sports, c'est être dans la vie, hein, être responsable de dans le sens large finalement et c'est ce qui fait que finalement ta vie, bah, tu la mets pas et tes rêves, mais ta vie plus que tes rêves, tu la mets pas entre les mains de d'autres personnes, c'est la tienne, quoi, donc finalement ça me met face à une responsabilité. Ça me résonne aussi pas mal par rapport à ce que nous a partagé hier Margot, qui est 14-14, fleuret, escrime, sabre, je sais plus exactement sa discipline, je crois que c'est fleuret, je dis pas de Fleuret, oui. ouais.
Et 14-14, et là, je suis censé prendre ma prise de décision. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est bien derrière, elle écoute l'entraîneur, il lui dit de faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça rate. Ça rate. Et là, quel est l'enseignement majeur pour elle? Maintenant, Ouais, qu'il fallait s'écouter soi. s'écouter soi. C'est tellement simple comme ça, mais souvent, oui, on a besoin d'être rassuré, de regarder toutes les statistiques, les KPI ou bien le directeur financier. Et heureusement qu'ils sont là, comme tu dis. On a besoin de s'entourer de personnes et puis d'outils qui mettent un peu de bon sens et de rationalité dans nos prises de décision. Mais je pense que, comme on l'a exploré aussi avec toi, à un moment donné, en moto, ça va tellement vite que la prise de décision, c'est pas juste sauf si on a un cerveau brillant qui calcule plus vite qu'une IA, quelle qu'elle soit. Mais là, peut-être qu'on a peut-être pas ces possibilités rationnelles et intellectuelles de prendre des décisions si vite. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On s'en réfère à notre instinct, notre intuition. T'as dit dire quelque chose? Ouais, en fait, ce que j'allais dire, c'est que quand on est face à une décision assez urgente comme ça, c'est soit on écoute les autres, soit on s'écoute soi. Et si ça marche, dans tous les cas, on sera content. Par contre, si ça rate, franchement, moi, je préfère m'être écouté moi, quoi. Parce que si ça avait raté à cause de quelqu'un d'autre, en fait, je vais avoir les boules. Contre moi-même et contre lui. Parce qu'en fait, je vais dire que la personne, elle m'a négativement influencé, quoi. Tandis que si je me suis planté tout seul, je vais naturellement rentrer dans ce petit processus d'introspection, à me dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi ça s'est passé comme ça, et je vais apprendre. Ouais. Tandis que si l'erreur vient d'un autre, je vais rejeter toute la responsabilité sur lui, je vais pas vouloir analyser, et je vais le remettre en question lui, en fait. Enfin, lui ou elle, mais voilà. Ouais. Ce que disait Yann hier aussi d'ailleurs, à un moment donné. Oui, là, là, après, c'est surfait ce que je dis, et je pense que quand on est dans le sport et que c'est dit comme tu dis, ça prend tellement plus de saveur, d'envergure, que de dire simplement, oui, si je perds pas, j'apprends, ou si je gagne, voilà, bref, on perd ou on apprend, non, non, on gagne ou on apprend, on perd jamais, enfin voilà, le truc de Nelson Mandela, enfin bref. Mais le sport nous fait vivre, une fois de plus, tu vois, moi je suis dans la carte des menus. J'ai le sentiment avec toi que je suis pas resté juste dans la carte, à comprendre ce que je vais aller manger, mais j'ai surtout démarré avec une entrée, le plat. Là, on est dans le dessert, et je vis de plus en plus ce côté immersif au travers de ton expérimentation, ton parcours, que ce soit avec le motocross, le supercross, mais aussi le transfert que tu as dans les études, et demain ce que sera ta vie professionnelle. Alors, on est dans 5 ans, parce qu'il faut 5 ans, hein, tu m'as dit, hein. Donc dans 5 ans, tu es sur le circuit international. T'as ton job à côté. Dans 5 ans. On s'interdit de l'imaginer, ou on s'interdit pas de l'imaginer? Non, je pense qu'il faut se l'imaginer, mais c'est surtout important de pas l'exprimer d'une manière trop arrogant, c'est pas le terme, parce que ça, c'est subjectif. Mais je dirais de pas de pas faire reposer tous ses espoirs là-dessus, en fait. D'accord. D'être conscient qu'il y a le reste, que tu peux avoir un objectif sérieux et très ambitieux dans ta discipline, mais qu'il faut aussi que tu ailles mettre le paquet dans ce qui te fait manger au quotidien, quoi. Ouais. Alors on est que tous les 2 là, personne nous écoute, hein, et personne ne jugera surtout. Hem, Néanmoins, tu 26 ans, et comme tu es un fonceur, et c'est ce qu'on se mettait à discuter tous les 2 au bout d'une heure de run ce matin, et puis on va le refaire quand même, et puis on va le partager parce que finalement l'audience de champion de ma vie, c'est que la bienveillance. J'ai jamais eu de haters, et je cours pas après. Petite parenthèse, certains diront, moi je suis pas convaincu de ça, que si t'es vu, c'est le jour où tu as des haters, tant que tu pas de haters, c'est que tu pas. Bon, je suis pas convaincu de ça personnellement, mais chacun peut penser c'est ce qu'il veut. Donc finalement, notre audience sur le champion de ma vie, elle est cool. Elle vient là, au bout d'une heure et demie, tu vois, il y a des plaques qui sont déjà parties, donc là, il y a plus personne, il y a que toi et moi. S'il y a quelqu'un, vous êtes là? Eh si vous avez envie d'écouter la suite, d'une discussion un peu plus intimiste, parce que c'est quand on court une heure à 2, on se dit des choses qu'on dit pas, parce qu'il y a l'alchimie, parce qu'il y a les hormones qui sont là, puis on est dans un état de confiance. Et puis tu me disais: Cyril, ouais, j'ai envie de foncer parce que la vie pour moi, mais je peux pas le dire à tout le monde, parce que si je dis à tout le monde que dans 2 ans, je suis PDG de machin, ou que j'exagère évidemment, en gros, il y a le jugement, ou en gros ça se dit pas, et il faut mettre 2 fois plus de temps à exprimer les choses, parce que finalement on sort de la norme, et quand tu sors de la norme, tu es un petit peu celui qui se prend un peu le bouillon, qui se prend la tempête. Mais là, chez nous, tu vois, on est tous au même niveau, quoi. Voilà, champion de ma vie, voilà, il y a pas de jugement par rapport à ça, et pas de niveau, on se nivelle tous vers le haut, quoi, on va se dire ça comme ça. Tu 26 ans, c'est quoi le kiff pour toi? Franchement, le kiff, ce serait que, tu vois, j'ai une vie stable.
dans le sens où bah, la famille va bien, j'ai un appartement, j'imagine avec une copine, je continue à faire de la moto en compétition. À quel niveau, du coup, je sais pas. T'aimerais quoi? Bah, j'aimerais bien qu'à ce moment-là, je réussisse à avoir un bon niveau sur le championnat de France dit élite. Mhm. Ce serait bien. Parce que ça peut être compatible avec une vie Ouais, ça peut être compatible. stable. Ouais, complètement. Le sport, c'est pas forcément l'instabilité, quoi. Ah oui, bien sûr. Mais quand je parle de stabilité, c'est avoir un boulot qui me plaît et pouvoir le combiner avec une vie sociale et une vie sportive, tu vois. Ouais. Réussir à avoir les trois et pas faire sauter un étroit maillon. Ouais. Oui, on est plus stable, hein, comme disait Yann hier. Si on est sur plusieurs pieds sur la chaise, c'est plus stable que sur un seul, quoi. Donc le sport de haut niveau, certains pourraient nous dire, et c'est peut-être vrai, hein, j'ai pas de jugement là-dessus, hein, si à un moment donné, tu veux te mettre à 100% dans ta discipline, tu peux pas faire autrement que d'y être à 100%, sans faire autre chose à côté. Mais certains prouvent le contraire aussi, hein, et à n'importe quel âge, qu'on peut très bien être dans le très haut niveau et être parmi les meilleurs internationaux, tout en ayant une vie «stable» entre guillemets, avec des enfants, avec un chien, un chat, des poules. Dans mon univers, en tout cas, c'est pas rare, hein, c'est pas rare, et pourtant, il y a un job à côté d'ingénieur, de directeur commercial, de patron de boîte, très gros patron de boîte, et l'expérience, peut arriver, c'est pas au bout de 15 ans, 20 ans, 30 ans, hein, donc 26 ans, on est des fonceurs tous les 2, et puis sur le pot de la vie, il y a des gens qui excellent, quoi, et qu'il y a des gens qui soient fonceurs, d'autres qui sont plus lents, et c'est comme ça, c'est très bien comme ça, chacun trouve son rythme et sa place. Mais donc tu es, au niveau élite national? Pourquoi pas, ouais. Ouais. On espère. On peut Enfin, d'accord, on a tout faire pour, tu vois, on va Ouais. tout donner. Ouais, et tu t'aimerais faire quoi au niveau job? Niveau job, justement, c'est assez vague dans le sens où, tu vois, j'ai jamais vraiment pris la liste des fiches de poste qui existent pour te donner un nom précis. Mais travailler sur un pôle de développement commercial, croissance, c'est un bien grand mot aussi, mais un objectif de croissance, ça m'intéresserait. Après, ça dépend par quel bout on le prend. Mais je me destine plutôt, je pense, à le prendre par le bout, justement, soit vente, soit marketing. Et après, de l'idéal, ce serait quand même j'aimerais vraiment reprendre une boîte ou en créer une. Mais ça dépend aussi d'avoir Je repense à toi, la quand bonne idée. tu as eu ton accident, 8 mois d'arrêt, de récupération. Je vais créer une boîte, et pourquoi tu as pas eu le temps de créer ta boîte en 8 mois de convalescence, de rééducation? Parce que finalement, en fait, au moment où j'ai dit ça, c'est parce que moi, je vois ça comme un jeu, tu vois. Un jeu avec des grosses responsabilités, des vies en jeu, entre guillemets, parce que tu fais manger des gens, etc. Mais je vois ça comme un jeu, en fait. Tu vois, une grosse partie de Monopoly. Et à ce moment, je me dis, bon, tout le temps que je passe autour de la moto dans la semaine, il est plus. Donc, je vais avoir un peu de rééducation, mais ça va, je vais aller en cours, ça va aller. On est, il y a 2 ans, ça, à peu près? C'était il y a 2 ans, ouais. Mi-2023. Et du coup, à ce moment, je me dis, mais tout ce temps, je vais faire quoi, là? Je vais pas jouer à la play, je vais pas commencer à sortir en boîte et tout, tu vois, ça, c'est pas trop mon truc. Et du coup, je me dis, il me faut un truc qui me fasse vibrer tous les jours, un projet de toute l'année, qui remplace la moto pour cette période-là. Et du coup, je me dis, bon, on va faire ça, quoi. On va créer une boîte. Et puis, du coup, je commence à réfléchir, à me dire, bah, quelle idée. J'essaie de prendre la moins mauvaise, de travailler dessus, puis finalement, ça se fait pas, tu vois. J'abandonne dans le sens où, pas j'abandonne parce que c'est dur, mais parce qu'en fait, je le laisse de côté, je suis pris par d'autres choses. Donc, je le laisse de côté, j'y reviens jamais. Et c'est juste une anecdote, quoi. Pour dire que, en fait, je l'aurais remplacé au même titre que la moto pour m'amuser au quotidien. Il y aurait eu autant de responsabilités. Et puis voilà, quoi. Il y a un moment où j'espère bien que ça se fera. Tu te vois plus racheter une boîte ou la créer, toi? On sait pas de quoi il sera faite, mais Ni l'un ni l'autre. Ça va être une question d'opportunité. Je me dis que opportunité. si on me propose de racheter une et que ça me plaît, j'y vais. Sinon, je la crée. Dans un univers en particulier, non, pas spécialement? Pas spécialement. Je connais les domaines que j'aime pas. Mais il y a plus de domaines dans lesquels je me vois travailler que de domaines dans lesquels je me vois pas travailler. On est hier soir, il y a cette prise de parole en public, alors qu'est-ce que tu avais imaginé qui s'est passé? Et qu'est-ce que tu avais imaginé qui ne s'est pas passé? Bonne question.
Parce qu'on visualise, on s'imagine, voilà, il y aura les caméras ou pas d'ailleurs, ce sera enregistré, ce sera diffusé en live, et cetera. Ça ne s'est pas diffusé en live hier, par exemple. Ça pourrait être, par exemple, quelque chose que moi j'avais imaginé, qui me vient à l'esprit comme ça et qui ne s'est pas passé. Mais pourtant, j'avais pas de visualisation, mais chaque année, on avait ce processus-là et cette année, on l'a pas eu. Puis c'était à l'UM Lyon, à Gerland, alors qu'avant, c'était dans des locaux plutôt au nord de Lyon, Écully ou à côté d'ailleurs. Et voilà, c'est des choses qui changent, on s'adapte. Et ça, c'est vrai qu'avec Michael et Thierry Pi, qui nous a fait confiance pour créer ce programme-là, eh bien, dès le départ, on a intégré l'idée qu'il y a des choses qui se passeraient, des choses qui se passeraient pas. On verra bien. C'était vraiment de l'innovation. On a créé un programme innovant, quelque chose qui n'existait pas. Et forcément, c'était que des imprévus. Mais pour le coup, des bons imprévus. J'ai pas eu à gérer de mauvais imprévus, a priori. En tout cas, il ne me vient pas à l'esprit depuis 5 ans qu'on collabore ensemble avec le Lyon sur ce projet Chantons de sa vie. Donc je me fais mes réponses à moi, tu vois, pour te laisser un peu de temps, toi, de réflexion, ce qui s'est passé et tout, que tu avais prévu, ce que tu n'avais pas prévu. Mais si on devait retenir allez, le point qui t'a le plus surpris, mais dans le sens, waouh, ça m'a bien excité ce qui s'est passé là et vraiment, j'avais pas prévu que ce soit dans cette dimension-là, quoi. Bah alors justement, ce qui m'a le plus surpris, que j'avais pas prévu dans le bon sens du terme, c'est qu'en fait, au moment où je suis rentré sur scène, j'étais calme, serein, et je me disais, bah, j'y vais, quoi. Tu vois, le même calme avec lequel j'arriverai à l'entraînement de moto. Ouais. Pas le petit stress d'avant une compétition, mais vraiment ce calme d'arriver à un endroit que tu connais, où tu te sens en maîtrise. Et je m'y attendais pas du tout. Et même au moment d'aller m'équiper avec le micro et de descendre dans la salle avant, moi j'avais visualisé et je m'étais préparé à gérer ce que j'ai parfois sur les compétitions. Tu vois, de sentir que tu as un peu plus de mal à respirer, qu'il faut que tu te calmes, que tu souffles. Et finalement, en fait, j'étais détendu. Donc je me suis dit, ok, parfait. Je me suis mis de la musique dans les oreilles pour continuer à rester détendu. Et puis ça s'est bien passé. Il y a seulement le moment où on m'a appelé pour rentrer sur scène, où là j'ai eu hop, petite montée de stress. Et puis au moment d'ouvrir la porte, c'est tombé, je suis rentré et ça s'est bien passé. Mais aussi parce qu'on l'avait bien préparé, on l'avait répété. Le cerveau, il savait où est-ce qu'on allait et ça, Ouais. c'était pas si inconnu que ça finalement. Ça, c'était pour le côté prévisible, ça s'est Ouais. passé comme prévu. Justement, j'avais tellement visualisé ce que j'allais raconter. Ouais. Et tu as réussi à délivrer exactement ce que tu avais prévu ou qu'il y a un moment donné, ah bah mince, j'ai pas dit ça, ou j'ai raconté ça, c'était pas prévu. Ouais. Du coup, là, c'est vrai que j'ai parlé un petit peu de ce qui était prévu. Ouais. Mais pour en revenir à ce que tu disais, il y a eu 2-3 moments où j'ai eu des petits blancs. Pas très longs, mais en fait, dans ma tête, je visualisais le texte qui déroulait. Et il y a un moment où je me suis dit, merde, qu'est-ce que je devais dire? Le prompteur s'est arrêté. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, en fait, j'ai dû me raccrocher à mon histoire en prenant du recul pour revoir un petit peu les grandes parties. J'ai réussi à me rattraper et après coup, je savais que j'avais peut-être oublié une ou deux phrases. Mais par contre, ce sur quoi on avait beaucoup travaillé ensemble, c'était sur les phrases qui permettent d'amener de la sensation et de l'émotion au discours. Et celles-ci, par contre, je me les étais marquées au fer rouge pour pas les zapper. Parce que je m'étais dit, c'est ces phrases-là qui font que tu vas amener ce 1% de plus au talk. Et il y a d'autres phrases où si tu les loupes, bon, ça fait des détails en moins, mais c'est moins gênant. T'as un exemple comme ça, là? Une phrase marquée au fer rouge, comme tu dis? Ouais, j'avais une phrase où justement, le jour où je me fais les croisés, où j'arrive au circuit, en gros, je dis que j'ai du mal à respirer, j'arrive pas à me relâcher et que j'ai pas la même excitation que d'habitude. Que j'ai le cœur qui tape un peu plus fort et les muscles qui se crispent. Ça, c'était vraiment la phrase qui a fait comme si tu l'avais gravée, Ouais, c'est ça. tatouée sur toi. Parce que ça, quand tu parles naturellement, tu penses pas à le dire. En fait, Ouais. le ressenti intérieur que t'as pas, le ressenti intérieur que tu as, tu ne le dis pas et tu penses juste à raconter à la troisième personne qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Tu avais tes petites phrases, enfin petites, elles sont pas petites d'ailleurs, elles étaient longues, c'est 6 phrases par cœur, quoi. Ouais. Ouais. Et tu as réussi à les ressortir, celles-ci, Ouais, celle-ci, ça s'est bien passé. parce qu'elles étaient inscrites par le cœur, dans le cœur, c'est ça, non? Ouais, mais déjà, je savais exactement ce que je disais puisque c'était des sensations que j'avais eues. Et puis sur mon texte, c'était fluenté, quoi. Ouais. Quand tu as un blanc, là, c'est la deuxième partie pour dire sur quoi tu t'es accroché quand tu avais forcément des petits. On en a tous, hein, quand on a un texte à réciter, des blancs, la peur de l'oubli, et c'est arrivé, je dis. Et tu dis, me raccrocher à mon histoire.
Qu'est-ce qui fait que finalement, tu peux douter par moment dans la vie? Parce que c'est un peu une analogie un peu dans la vie. Des fois, on est dans le vide. On a l'impression de savoir plus où on en est, où on va, quelle perte de sens. On a dit hier aussi, hein, la recherche de sens dans le sport, pourquoi je fais ça? Et est-ce que finalement, il n'y a pas un raccourci à faire? C'est une question qui est très raccourcie d'ailleurs, mais que en 15 minutes, j'ai des oublis. Bah, je me raccroche à quoi? Je me raccroche à mon histoire. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, je débite le texte et c'est un petit peu en automatique pour une bonne partie. Ouais. Et puis à ce moment où j'ai le blanc, la suite, elle vient pas naturellement. Du coup, je prends le temps de conscientiser ce que je viens de dire, Oui. de me rappeler à quel moment est-ce que j'en suis dans la chronologie de mon histoire. Et je me dis, OK, à ce moment-là, qu'est-ce que j'avais ressenti? Qu'est-ce que ça a déclenché? Et hop, paf, ça me ramène à la suite et la phrase que j'avais plus ou moins prévu de dire, quoi. Et ça revient. Et ça revient. Tiens, je fais un parallèle, mais c'est vraiment un ultra raccourci, vous ferez ce que vous voulez, mais je trouve qu'en fait, il y a une belle, ouais, il y a une belle image, en fait, dans ce concentré de vie dans un quin parce que c'est ça, tu as dit que c'est 15 minutes, un concentré de vie, aussi courte ou aussi longue soit-elle, finalement, raccourcir à 15 minutes, qu'on ait 21 ans ou 78, c'est aussi complexe, hein. Il y a autant de richesses à raconter sur une vie de 10 ans, de 15 ans ou de 100 ans, hein, parce que finalement, c'est peut-être même peut-être plus dur, de choisir des séquences quand il y en a beaucoup. On l'a bien vu pour Cyril d'ailleurs qui a peut-être 2 fois plus de vécu que toi dans une vie, a dû faire des césures par moment dans ce qu'il a raconté. Mais ce à quoi on se raccroche souvent, tu vois, son histoire, moi je trouve que c'est une belle image de la vie en fait, ce que tu nous racontes là. Parce que des fois à 30 ans, 40 ans, on a des vides, on a des passages à vide et puis c'est le creux. Alors certains appellent ça comme ils veulent, hein, dans le sport, les sportifs en parlent de plus en plus, hein. La perte de sens, qui amène parfois à la dépression, on mettra les mots qu'on veut là-dessus et à quoi on se raccroche, bah, à ce qu'on veut vivre, l'histoire qu'on veut écrire quoi, en fait. Est-ce que tu as le sentiment toi au travers de cette histoire que tu as commencé à écrire, de d'avoir l'outil ou une sorte de cheminement pour écrire la suite, en fait? De Euh, ton histoire à toi avec un grand H. ouais, ouais, je pense que je l'ai. Je sais pas si je peux encore la présenter de manière concise et claire comme ça, mais je l'ai. En fait, tout tourne autour de mon image de parc d'attractions. Mmh. Parce qu'en fait, c'est l'essentiel. C'est un parc qui peut être toujours plus gros, toujours plus intense, toujours plus fiable. Et la fiabilité, bon, certes, c'est essentiel, mais en fait, tu peux avoir de plus en plus d'attractions qui sont des éléments de ta vie. Donc, ça peut être ton entourage, ça peut être ton ou tes sports, ton boulot, ça peut être n'importe quoi. Et chacune des attractions, tu peux les faire grossir aussi. Mmh. Et c'est ce qui fait qu'en fait, bah, tu es tout le temps en train de chercher à soit je vais sécuriser, soit je vais faire grossir, soit je vais construire une nouvelle. Et c'est ce qui fait que, ouais, Tu as un jeu, sur ton je sais pas, c'est pas tout à l'heure on a parlé de quel jeu là? le Candy Crush, ouais, Et l'autre, tu dit, c'était quoi l'autre? avec Clash Royale. C'est pas un truc de Non, non, non. non, c'est pas ça. Il y a pas un jeu où tu crées ton parc d'attractions qui grandit, non, il y a pas ça? Moi, j'en avais un Ah, avec peut-être, quand ouais. j'avais Je ton sais âge, pas. j'en avais un, mais c'était sur des ordinateurs qui étaient très, très lents à l'époque. Fallait attendre toute la nuit pour que ton manège, ton truc se construise et tu regardes en main pour voir comment évoluer ton parc d'attractions. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, c'était terrible. Aujourd'hui, tout est instantané, c'est fou quoi la technologie. Mais enfin bon, arrête en Cyril. La vie est un parc d'attractions. Tu es, plutôt Euro Disney ou parc Astérix? Tu as déjà fait, ni l'un ni l'autre? Ouais, j'ai fait que Disney, moi, je crois. D'accord. Ah, j'en ai peut-être fait d'autres, mais j'ai pas le souvenir. Ah, tu as pas d'autres non plus, Europa Park, Non. ou à Montpellier, il y a pas dans la région Non. là-bas, il y a pas non, il y a tout de Enfin, il y en a des petits, tu sais, des parcs d'attractions de plage. ouais, ouais, bah, maillot de bain et Ouais, pic de l'eau et tout, ouais, ouais. ouais. C'est quoi ton meilleur parc d'attractions, ta meilleure expérience alors pour l'instant? Ah bah franchement, c'était Disneyland Paris. Je Ah sais oui, pas quel âge c'est j'étais petit, mais ouais, ça t'a marqué? c'était trop bien. Ah oui. Quelle attraction particulièrement? C'est où ça va vite? Non, mais justement, tu vois, c'est encore une fois, il y en a pas une que j'ai préférée parce qu'elles étaient différentes. Ah oui. Il y avait un truc, je me souviens, où c'était des petites voitures à moteur sur un rail, ça allait à 2 à l'heure, mais en fait, je me régalais. Ouais. Il y en avait une autre qui était, je sais plus le nom, mais qui allait dans tous les sens. C'était dans un tube, un manège dans un tube avec des grands vitres et tout. Je me régalais. Et ça faisait peur, hein, tu vois, mais ça fait des sensations différentes, quoi. C'est comme tu fais de la cuisine, c'est super calme. Bah, 5 heures plus tard, l'après-midi, tu es sur ta moto, tu fais le bourrin et en fait, à la fin de la journée, tu as fait un peu de tout, quoi. Oui. Oui, c'est bien de faire le grand écart entre, Ouais. l'euphorie, l'excitation
de ce que j'imaginais être en tout cas, bah, ton sport. Ouais. Moi, je suis pas très moteur. Ouais, je préfère, quand, il y a pas trop de bruit, mais c'est mon truc à moi. C'est voilà, j'ai un canal auditif qui est assez fort et du coup les bruits forts, bah, me altèrent mon énergie, ma concentration et cetera, donc je ne serai jamais un bon pilote, je crois, tant qu'il y a un moteur, moto ou voiture et cetera et puis j'ai peur, voilà, faut dire ce qui est. J'apprends pas bien les lignes et cetera, la trajectoire. Je sais pas vous, mais moi personnellement, j'estime avoir un souci avec ça et j'ai pas envie de régler. Donc, je préfère aller un peu moins vite ou courir, faire du vélo plus tranquille. Quoique en VTT, descendre des fois, on s'en fera une petite, c'est Ouais. gracieux. Mais ça, tu vois, étonnamment, ça me fait peur. Le vélo de descente, j'ai essayé une fois et j'étais terrifié, ouais. Ah ouais, mais c'est fou ça, tu fais du motocross avec, de l'accélération, des sauts et tout Ouais. et le vélo alors moi je peux non plus la descente, hein. Quand je dis VTT, c'est cross, hein. Mais, ouais, la descente VTT, ça te fait baliser. Ouais, ça me fait trop peur, en fait. Tu passes J'arrive pas à être, détendu, tu vois? mmh. J'ai l'alarme dans la tête qui sonne en permanence. Toute la descente, je suis pas bien. Je vois exactement. Dès que ça prend de la vitesse en VTT, mais je ressens ça en fait, je sais pas des fois, mais c'est marrant parce que c'est d'en parler avec toi. Alors peut-être que vous, quand nous écoutez, vous dites: «Ah bah oui, mais c'est vrai, j'ai déjà ressenti ce côté à la fois stimulant, grisant, dans une descente ou dans l'accélération, mais en même temps être un petit peu dans une fraction de seconde, être à la fois dans l'aisance, le confort, la Ouais, relaxation, mais en même temps la tension, la crainte et ça se mélange et tu sais même pas si les 2 se confondent quoi. C'est ouais, hyper perturbant quoi. ouais. Mais je pense que il y a certains endroits où tu peux être, en confort et d'autres pas, tu vois? Il y a des trucs, tu vas te demander comment je peux avoir peur, mais dans un escalator, je suis pas bien. Un ascenseur avec le sol en verre, je suis pas bien. Mmh. Tu vois, moi, j'ai le vertige souvent Ah oui. et Ouais. pourtant je fais des sauts en moto, mais je suis beaucoup plus en confiance sur une moto Mmh. que, par exemple, sur un cheval. Où en fait, le fait que le cheval puisse faire ce qu'il veut, ça me rassure pas du tout. Ou que sur un vélo où je me dis avec ces petits pneus de 10 centimètres de large là, tu veux que j'aille vite? Non. Ouais, c'est vraiment une perception quoi de ouais, 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 c'est ça, c'est le c'est pour ça que je pense qu'on a chacun un mmh. peu nos activités qui nous sont destinées et puis, Hein, hein. Ouais. faut faire avec, quoi. Ouais, 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 bah, déjà comme tu l'as dit, hein, être câblé avec son plaisir. S'il y a pas de plaisir, bah, faut pas trop se faire forcer non plus. Après j'ai noté, bah, la vitesse, c'est une chose, mais finalement c'est trouver sa bonne vitesse, en adéquation avec, bah, avec son niveau d'aisance, son niveau de confort, son niveau d'envie d'aller plus vite et cetera et puis après j'ai bien aimé moi, parce que moi je suis pas trop dans cette approche matérielle, mais effectivement, une qualité de matériel va amener une performance, plus ou moins, bah, voilà, à hauteur de ce qu'on veut en avoir et par rapport au plaisir, la vitesse et le matériel, la performance, va être défini par rapport à ces 3 points et on pourra en rajouter d'autres, mais c'est les 3 premiers que tu m'as invité à explorer si demain je devais faire du motocross. Je me sens plus à l'aise en tout cas, avec ton approche là, tu m'as dit plutôt que de partir comme ça et sans savoir donc je retiens bien plaisir, vitesse, matériel, intéressant. Et pourtant, la formation hier, c'était plutôt Cyril qui nous a parlé, dans sa conférence demain si, voilà, s'il faut bien appréhender le sport de haut niveau ou la vie, plus globalement finalement, pas hésiter à faire des bilans, quand les gens te mettent des doutes ou te mettent des bâtons dans les roues. C'est un autre sujet, mais j'ai bien aimé moi personnellement, donc un dédicace à Cyril Carré, si vous savez voir un petit peu qui il est, d'où il vient, mais on l'aura bientôt au micro de Champion de ma vie, c'est certain. Qui t'aimerais entendre, toi, à ce micro, de Tom, demain, si tu devais transmettre le témoin, t'aimerais entendre qui? Alors, côté qui était là hier, qui avait rien à voir, dans ton univers. Toi, très égoïstement, t'aimerais entendre qui? C'est une bonne question, mais ouais, Cyril, je sentais qu'il avait beaucoup de choses à raconter. Tu vois, hier, quand il a fait son talk, en fait, il y avait un condensé de matière dans 15 minutes qui était énorme. Ouais. Et bon, après, j'ai pas eu l'occasion d'en parler avec lui, mais à chaque fois que je discute avec lui, en fait, il me raconte un nouveau truc et je me dis, mais t'as tellement de trucs à m'apprendre. Ah, c'est clair. Et puis il aime transmettre, hein. Ouais. Carrément. Et ben c'est noté. Et si, tu avais une personne que tu connais, toi, dans ton environnement, tu te dis: «Bah, tiens, elle mériterait que Cyril la questionne». Ah, je sais pas. Ça, c'est une question, j'ai toujours du mal. Quand on me demande de choisir quelqu'un dans mon entourage, tu vois, Ah ouais? ah, c'est une bonne question. Eh bah, tu y réfléchiras et tu me rediras. Ouais. Mais tu quand je dis ton entourage, les personnes, tu dis: «Bah, oui, alors là, on a fait l'exercice par rapport à des personnes que tu aimerais entendre, très excitant pour toi», donc Cyril.
Donc, entendu. Et puis, si tu penses à des personnes, voilà. Et si aussi vous êtes au micro de Champion de ma vie, tiens, Cyril, il y a des personnes connues, c'est très bien, mais les personnes moins connues, bah oui, Tom, je suis ravi d'avoir fait sa connaissance parce que Tom Raja Onia, eh bien, en fait, ouais, mérite à être connu, mérite à ce qu'on découvre son histoire. Et puis, en plus, tu l'exprimes tellement bien, avec beaucoup je dirais l'aspect bah, qu'on a exploré ensemble depuis quelques mois, l'aspect sensoriel, les sensations, les émotions, mais aussi d'un point de vue prise de risque. C'est intéressant, hein, j'ai bien écouté beaucoup de choses sur justement le parallèle entre ton sport et puis les prises de décision qu'on peut en apprendre et puis la rapidité qu'on a à prendre aussi, et puis écouter son instinct par moment. Moi, ça restera mon moment à moi de notre conversation, même si occulterai pas de reste et j'aimerais bien savoir vous aussi, si à un moment, voilà, si on devait retenir qu'une seule chose. C'est un exercice que j'aime bien faire, donc là, je suis un peu dans le rôle pédagogique, mais comme tu dis pour Cyril finalement. Et c'était un vrai exercice avec lui d'ailleurs, c'est 40 ans en résumé en 15 minutes, c'est juste impossible. Bah, c'était douloureux pour lui et que tu l'as bien ressenti et dit, il y a tellement de concentré que finalement on a envie d'en savoir plus. Et je pense que pour le coup, Cyril a tellement à partager encore. Donc voilà, mais justement, s'il fallait retenir qu'une seule chose, Cyril, à lui, derrière, c'est compliqué, hein. Tu sais, c'est comme la pub en ce moment, là, le jeu de cartes, et là, le gamin, il voit les cartes, Ouais. choisit une carte, le gamin, il tombe dans les vapes, c'est compliqué pour lui de faire un choix. T'as vu ça? Non, je l'ai pas T'as vu, pas je vois bien la scène. Et ben, en tout cas, moi, je suis pas, je sais pas, je regarde très peu la télé, mais là, je tombais dessus, je trouvais ça rigolo. Il y a des gens pour lesquels c'est super compliqué de faire un choix. Mais toi, si tu avais un choix, bah, j'entends aussi que ça peut être compliqué aussi pour toi. Bah, je te demande, je te mets un exercice. S'il y avait une seule chose à retenir de notre conversation, ou bien de ton talk d'hier, ou de l'expérience de la soirée, donc sur les dernières 24 heures, allez, il s'est passé 24 heures là, qui étaient extrêmement dense pour toi, j'imagine. Tu retiens un truc, c'est quoi? Ça peut être le sera d'une personne, ça peut être, c'est pas forcément un truc super, waouh. C'est une très bonne question. Tu t'interroges avec ton cerveau et ton cerveau, il retient une image. Je dirais de penser au pire et se rendre compte qu'il y a beaucoup de situations où le pire n'est pas si grave en fait. Mmh. Surtout dans des situations comme hier où on fait un talk, quoi. Mmh. Tu vas pas te blesser, Oui. tu vas pas perdre d'argent, tu vas pas rendre triste quiconque. Donc tu peux y aller, quoi. Ouais, ouais, et pourtant, je rebondis là-dessus, mais une des peurs qui anime le plus le monde, enfin l'individu, c'est la prise de passer de parler en public, quoi. Ouais, c'est fou, on a tous plus ou moins, mais tous, c'est la première peur, hein. Camille nous l'avait rappelé d'ailleurs on s'était entraînés, il y a quelques mois de ça, c'était au mois de juin et effectivement là, si on pose la question à tous les gens dans la rue: «De quoi vous avez le plus peur?» Bon, bah, souvent on va dire: «Oui, concrètement, de la peur de l'argent, manquer d'argent, la santé et cetera» et puis finalement, il y a la peur de parler en public, c'est celle qui bloque beaucoup, quoi. Donc là, tu nous donnes une clé pour pouvoir mieux vivre cette peur-là, qui est pas si grave que ça, ouais. Relativiser. Facile à dire, mais toi, comme tu l'as vécu, c'est facile aussi à vivre maintenant pour toi? Donc le fait de parler en public, le fait de t'exprimer, de dire tes émotions, de pouvoir partager des expériences. Alors, parler en public, oui. Mmh. Parler de mes émotions, pas trop. Ouais. C'est pas un truc que j'ai toujours aimé faire. Bah, tu D'ailleurs, lances c'est ton toujours petit pas. poté maintenant. Ouais. Il nous aide pour ça. Ah, c'est un bon exemple, ouais. Tu envoyé un texto hier soir? Ouais, enfin, on en avait parlé après la soirée, ouais. Ouais. Mais oui, oui, prendre la parole en public, maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai pas de problème avec ça. Et c'est juste quand ça doit devenir un peu plus émotif que là, et ça me demande plus de travail. Mmh. Et que j'appréhende aussi plus. Mmh. Eh ben, je te taquinerai pas là-dessus, parce qu'on aurait voulu te poser des questions pour te déstabiliser là-dessus, mais non, c'est pas un exercice qu'on va faire ensemble, et pas ici en tout cas. Mais si demain tu veux travailler là-dessus, bah, as un coach pour ça, c'est Timothée. Et la vie fait que des fois, bah oui, on dit pas tout ce qu'on devrait dire, ce qui est si simple à dire, mais on le cache, on se dit, bon, on dira plus tard, et puis bah, des fois c'est trop tard, quoi. Et comme m'avait dit un jour un copain, bah, t'attends, et puis un jour, bah, c'est trop tard. Pourquoi attendre? Oui, c'est vrai, c'est pas con ça. Vas-y, fonce comme toi tu dis. Ouais, Chaque vie, il faut foncer. Chaque jour, pardon, chaque jour on fonce, chaque jour vivre plus. Et donc être dans ce degré de fusion et d'émotions intenses là sur lequel on a tellement de choses à vivre et à partager. Demain, c'est quoi le programme pour toi? Quand je dis demain, c'est demain avec un grand D, Ah bah demain, là, 5 ans, mais demain avec un grand D, c'est y aller à fond, hein. C'est tout donner et c'est de faire plus fort qu'hier. allez, et ben on y va. Je te fais un check.
Et si on veut te suivre, donc c'est plus sur LinkedIn, Tom Rajaounia, c'est ça. J'ai plus besoin de regarder, voilà, c'est ancré pour moi. Et si vous voulez interagir avec Tom, vous avez des questions, n'hésitez pas avec lui. Et puis si vous avez des opportunités, parce que tiens, j'ai une start-up, bon, il est déjà pris pour l'année prochaine, paraît-il, mais bon, on sait jamais, hein, il a déjà des projets. Mais vous avez entendu que dans les 5 prochaines années, il y a de la création d'entreprise, de la reprise d'entreprise, en tout cas, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup de partage et puis aussi beaucoup d'expérience. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez envie aussi de proposer des personnalités, voilà, qui vous inspirent en ce moment, qui vous donnent, vous dites, tiens, j'aimerais bien que sur le champion de ma vie, on ait un petit peu cette voix qui porte un peu plus. N'hésitez pas aussi. Tom, on fonce demain. Ouais. Bonne journée à toi. Merci Cyril. Salut. Ciao.